Comme tous les matins, mesdames, messieurs, nous vous saluons de quelques endroits où vous êtes ce matin à travers la planète camerounaise ou encore la planète Terre, bien sûr. Le Cameroun également étant un pays, nous sommes sur la planète. Bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous retrouver. Nous saluons tous les Camerounais de l'étranger, tous les Camerounais, surtout des États-Unis qui, à ce moment, pour beaucoup, ils ont choisi de ne pas dormir, mais surtout de rester éveillés afin de mieux comprendre l'évolution des 10-12, le Zénith et bien sûr sentir l'évolution du Cameroun. Installez-vous confortablement, madame, messieurs, ce matin. Il y a pas mal de réalités qui tournent autour de cette nation, mais surtout des réalités qui tournent autour de la construction de l'édifice national. Et on le sait également, ça bouge dans les QG des partis politiques, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le collectif d'avocats qui hier ont choisi de traîner l'État du Cameroun en justice pour pouvoir prendre des informations concernant la notification attendue de la signation à résidence du procès Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il en est véritablement aujourd'hui? Quels sont les éléments qui sont sortis hier? Quelle appréciation peut-on en faire? Bien évidemment de la participation des éléments de la DGSN, du CED ou encore même de l'administration concernant le ministère de l'administration territoriale. On en parlera dans cette émission, madame, messieurs. Bonjour à vous, installez-vous confortablement. La grande équipe est encore là ce matin. Charles Amel, Bombo, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek. Jusqu'à midi, nous vous servirons. Bienvenue à vous. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à Dominique. Bonjour, Bombo. Bonjour, Karine. Vous êtes très heureux ce matin, hein, Samuel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut parfois changer, monsieur Michel Ngachou. Ah, d'accord. Que s'est-il passé pour que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative procède à un rétropédalage alors que tout était déjà prêt, la salle réservée, lancée à coût de centaines de mille de francs CFA, le traiteur organisé, le ministre fait un communiqué, il décide de ne plus s'exprimer sur la question opposant à l'association 10 millions de nordistes sur la question des admissibilités à l'ENAM. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, monsieur le ministre? Pourquoi faites-vous la danse Bafia? On a besoin que vous vous prononciez sur la question, parce que chaque jour qui passe, des informations de plus en plus accablantes ne cessent d'être rendues publiques. Finalement, va-t-on en découdre cette année avec la question de l'ENAM? Dans tous les cas, les populations de Tanga Sud envoient les motions de soutien à ceux-là qui sont en train de démanteler littéralement le réseau des fraudeurs, des vendeurs de places et ceux qui se sont inscrits dans la logique de conservation du pouvoir. L'information fait le tour de la toile, madame, messieurs, depuis hier. Et le ministre de l'administration, le ministre de la fonction publique, justement, et de la réforme administrative, Joseph Lay, très attendu hier, a choisi, après une audience au palais présidentiel, de repousser effectivement cette réunion ou encore cette rencontre, ce dîner de presse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parlera ce matin. Mais rassurez-vous également, le problème de quotas se pose et on reviendra ce matin sur les chiffres, les quotas attendus par, on va dire, par filière au niveau de l'ENAM ce matin. Bonbon Bengan Kadje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, j'ai terminé hier en rappel à l'empoisonnement de Félix Roland Mounier. Je ne l'avais pas oublié, mais j'associe à cela l'assassinat de Thomas Sankara. C'était le 15 octobre. Aujourd'hui, cette période-là, du 16 octobre 1925, c'était terrible. Toute l'Afrique avait perdu, j'allais dire, l'espoir. Un jeune homme assassiné. Par qui? Par son ami, qui est considéré comme son frère. Et ce qui me ramène à ça, c'est quoi? Senen Andriamirad, alors journaliste à Jeune Afrique, était chargé par la rédaction de ce journal de faire un reportage là-bas. Il voulait donc obtenir l'interview du père de Thomas Sankara. L'interview a duré 10 secondes. Et la question principale, bonjour papa, bonjour, oui. Je suis venu, il dit, je sais mon fils, mais allez dire à Blaise de venir me dire lui-même ce qui s'est passé avec son frère Thomas. L'interview était terminée.
Voyez donc la désolation qui a gagné le continent. Même Séné Andria Mirat a meublé les pages de Jeune Afrique, une dizaine de pages, pleines d'émotions. Aujourd'hui, l'Afrique continue à pleurer Thomas Sankara, qui aurait pu être aujourd'hui l'un des leaders charismatiques après Mandela. Mais Sankara est-il vraiment mort? Oui, physiquement, mais l'âme de Sankara doit rayonner sur l'Afrique autant que l'âme de Félix Roland Moumi. Très bien. 33 ans quand même aujourd'hui, bon Benga. L'Afrique continue de pleurer Thomas Sankara, cet homme fort, cet homme politique, mais surtout qui a incarné une nouvelle vision pour l'Afrique qui voulait absolument se libérer. Malheureusement, après lui, la France a encore ses grandes possessions sur le continent africain. Et là, on parle encore du précaré. Et vous parlez tout à l'heure de ce journaliste de Jeune Afrique, d'ailleurs qui en a profité pour commettre un ouvrage. Alors, il s'appelait Sankara. Il s'appelait Sankara. Cet ouvrage, madame, messieurs, qui nous a beaucoup parlé, profondément touché, les émotions, l'historicité, les événements, les étapes justement on va dire, des derniers moments de Sankara. Va-t-on dire qu'il est arrivé là-bas est-ce qu'il savait justement qu'il avait une mission pour la fin des jours de Sankara? C'était un heureux hasard ou pas? Non, il savait, mais on ne savait pas d'où ça venait. Oui. On savait que Mitterrand, après la visite, la rencontre avec François Mitterrand, on savait que Mitterrand n'allait pas laisser les choses comme ça. Il allait répondre à Sankara. Notamment, vous voyez ce que vous appelez Foléré. On l'appelle là-bas le jus des ailes, oui. Quand il avait transformé, il avait créé ce qu'il appelait les restaurants populaires où avec 100 francs on pouvait manger et boire ce jus. Il a donc servi ce jus des œufs et de la bière locale. Or, Mitterrand avait trouvé cela comme une injure inacceptable. Et c'est Andria Mirad, connaissant le fonctionnement du précaré, tout le monde qui était au courant savait que des choses graves allaient être commises contre Thomas Sankara. Mais on pensait à un coup d'État, mais pas à l'élimination physique. Mais surtout, on ne voyait pas que ça pourrait venir autour de lui. Très bien. Merci beaucoup, Mbengane, pour ce moment d'histoire. Et bien évidemment, nous en profitons pour saluer les Africains qui se reconnaissent toujours en Thomas Sankara, pour qui nous avons, nous aussi, un profond et un immense respect pour son combat qui n'est toujours pas mort jusqu'à présent. Karine, bonjour à vous. Bonjour Michel. Bon vendredi surtout. Un bonjour spécial à Dominique Audrey, parce qu'elle a fait de Thomas Sankara depuis un bon bout l'image même de la révolution qu'elle aimerait voir en Afrique. C'est pour ça que je lui dis bonjour ce matin. Nous a-t-elle dit, elle est très amoureuse de Thomas. Oui. Elle est tombée amoureuse de Thomas. Et Che Guevara. Ben, on doit comprendre. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça que Salah le moins veut la ramener en Afrique. Oui, elle a commencé déjà à se bantouiser. Alors, ce qui est important ce matin à relever par rapport au ministre de la fonction publique, c'est notamment que le Grand Nord est très en colère parce qu'il a semblé montrer ou encore démontrer que ces derniers n'avaient pas le niveau pour intégrer les NAM. Et justement, hier, après la véhémente critique sur ce plateau faite sur sa dernière sortie, qui était pour le peu ou encore pour le mieux, selon M. Mbachou, pas appropriée et peut-être même trop approximative, il a décidé de renvoyer sa prochaine sortie. Certainement, vous savez qu'au sein du pouvoir, ils ont la manie de bien arranger les mots pour venir nous entuber davantage. Donc, préparez-vous à ce que la prochaine sortie du ministre Joseph Lay soit une sortie très quadrillée à la méthode du ministre de la Communication, très posée, mais qui ne va pas arranger la situation. Est-ce qu'il a eu l'accord justement du porte-parole du gouvernement? Est-ce qu'il s'est accordé avec le premier ministre chef du gouvernement? Est-ce qu'il s'est accordé au moins avec les différentes, ne serait-ce qu'avec le directeur général de l'ENAM? Trop de questions quand même autour de cette histoire. Mais on va quand même dire que ce matin à Douala, au moment où nous parlons, ça bouge énormément à Bonapriso. Des cas sont engagés dans une ruelle de Bonapriso et un chiffre a été annoncé. On parle d'un peu plus de 3 milliards dégagés pour indemniser des populations de ce côté. Mais jusqu'à présent, aucun signe d'un franc reçu. Et aujourd'hui, la communauté urbaine, si vous voulez, la mairie,
a décidé de descendre, détruire ces maisons. Espérons qu'au courant de l'émission, vous aurez ces images pour comprendre ce qui se passe en ce moment à Bonapriso, à Douala. Dominique Audrey Yengelek, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou. Joli foulard. Joli boubou. Ah, merci. Il n'est pas vieux chinois. Ah ouais, il n'est pas chinois. Donc ce matin, à la suite de mon blog, je vais partager avec les téléspectateurs une pensée de Thomas Sankara sur l'émancipation de la femme. Parce que pour lui, la femme avait un rôle prépondérant dans la révolution. Et il disait... À son époque, il n'y a pas de véritable révolution sociale tant que la femme n'est pas libérée. Et pour lui, la véritable émancipation de la femme, c'est lorsque la femme se responsabilise. Donc, à chacun de se faire son idée, son appréciation. Non, les Bantous savent déjà, c'est les Occidentaux. Donc, responsabiliser alors les femmes, chers Bantous. Merci beaucoup. Merci aux madame et messieurs. Nous vous attendons sur les plateformes connues 10, 12, le Zénith, Equinox Télévision. Regardez-nous en live. Laissez-nous également vos messages au numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Vos commentaires, nous les lirons tout à l'heure. L'histoire de ce jour, Dominique Audrey, vous nous parlez de quoi? Oui, j'ai rigolé ce matin lorsque la dame m'a envoyé son histoire parce qu'avant ça, elle me dit « Je sais que Charles, Amel, Pem, Bombok et Michel vont me saccager, mais bon, puisque j'y suis... Michel n'a rien à y voir. Bien sûr, on vous connaît. Je me suis comme modéré, Vos questions en disent long. Donc, la jeune dame, âgée de sensiblement 25 ans, nous dit qu'elle aime 2 hommes. Je suis avec mon ami depuis 2 ans. La première année, tout allait très bien. Sauf qu'au milieu de la 2e année, ce n'était plus trop ça. Il a commencé à être infidèle, il a commencé à être distant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une autre personne dans l'histoire. Les disputes, les engueulades, les empoignades n'ont cessé de se multiplier. Un soir, alors que je partais de chez lui après une dispute vraiment très, très corsée, je me suis arrêtée au Carrefour Émia, vous connaissez. Il y a un espace vert là-bas. Je me suis assise. Et je pleurais, je méditais sur mon sort. Voilà comme monsieur se ramène. Et il a essayé d'introduire la conversation. Au premier abord, j'étais réticente, j'étais en colère. Je lui ai crié dessus. J'étais irrévérencieuse envers le monsieur, mais il a insisté. Et on a échangé. Et au fil du temps, on a commencé à se voir. On sortait prendre des verres, des balades, des petites escapades. Entre-temps, mon cœur de côté, lui, il essayait tant bien que mal de rattraper les choses. Aujourd'hui, je suis, disons-le, amoureuse du nouveau et j'aime également mon copain avec qui je suis depuis 2 ans. Le nouveau, ça fait 2 mois qu'on a décidé de se mettre dans une relation et mon gars de l'autre côté me dit qu'il est prêt à aller voir mes parents pour se présenter. J'ai du mal à choisir parce que en face de moi, j'ai un homme qui m'a trompé et on dit généralement que qui trompe une fois trompera toujours et l'autre, en sensiblement 4 mois, je ne suis pas très sûre de ce qu'il sera un bon parti pour moi. Donc, j'ai du mal à choisir. Lorsque je suis avec l'un, je pense à l'autre et vice-versa. Mais son problème, c'est quoi? Elle est amoureuse ou elle n'est pas amoureuse? Elle est amoureuse des 2. Est-ce qu'elle nous dit la vérité, son histoire-là? Oui. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous Est-ce qu'on peut tomber amoureuse de 2 personnes au même moment? Oui, moi, je veux comprendre. Vous êtes des femmes, dites-nous. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'un homme, 2 garçons? J'ai l'impression que vous êtes énervé. Non, mais je comprends pas. Que l'histoire vous dérange un peu. Non, je comprends pas. Est-ce que c'est vrai d'abord? Comment vous tombez amoureuse de 2? C'est-à-dire qu'une femme tombe amoureuse de 2 hommes? Oui. Un homme peut tomber amoureux de 2 femmes? Répondez. Non, j'ai dit non, c'est pas possible. On fait quoi avec l'une et quoi avec l'autre? Écoutez, on peut s'amuser avec l'une, mais on est très amoureux de l'autre en même temps. Avis aux téléspectatrices. En tout cas, on va tenter justement de comprendre ça ce matin, madame, messieurs. Histoire vraie ou pas, une femme peut être tombée amoureuse de 2 hommes au même moment. La question est posée ce matin. Et maintenant, si le premier homme avec qui tu as passé du temps voudrait maintenant engager tout ce qu'il faut engager pour qu'on puisse procéder au mariage normalement, et parce qu'en 2 mois, vous avez le sentiment que celui qui est arrivé vous a mis dans une espèce de bulle, vous êtes heureuse, vous vous dites finalement, je fais comment? Mais qu'elle nous dise plutôt qu'elle est perturbée. Oui. Voilà, qu'elle est mais perturbée. elle est perturbée par les sentiments qu'elle pense avoir. Alors même qu'elle ne dise pas qu'elle aime 2 hommes. Elle est amoureuse. C'est ce qu'elle ressemble. Est-ce qu'on peut mettre 2 personnes? C'est pas vous qui questionnez son cœur. Je me pose la question également parce que j'essaie de comprendre. Tout à l'heure, quand on a écouté l'histoire, on a essayé de comprendre. Mais est-ce qu'une femme peut être amoureuse de 2 hommes, Dominique Audrey? Sincèrement. La dame de l'histoire, visiblement, oui. Et vous dites quoi?
Comment ça, je dis Ne quoi? juge Est-ce pas qu'une ses femme peut sentiments. aimer 2 hommes? Moi, ce que je veux comprendre, sont terre à J'ai terre même là. pas un seul à aimer. Comment je saurais? Ah, mais vous n'êtes pas amoureuse, vous? Non. Ah, d'accord. Il y a- Est-ce possible? il y a que si on s'en tient à ce que la dame dit, elle part d'une histoire où elle était très engagée, très amoureuse, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que la personne en face d'elle avait une double vie. Conséquence, il y a une première fracture. On se dit, il y a un manque de confiance de ce côté-là et un homme qui vous trompe. Bien que M. Mbachou nous dise qu'un homme n'a pas de femme, gna, 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 et tout, il n'y a pas une seule femme, il va vous dire ça tout à l'heure. Ça fait mal, ça fait très mal et on se détache de la personne. Même si la reconstruction semble parfois apparente, au fond, lorsqu'on est une femme et qu'on a été trompé une fois, il y a quelque chose qui se brise. Conséquence, lorsque elle a rencontré le deuxième, alors qu'elle était en train de pleurer à cause du premier, elle a laissé entrer. 2 mois, c'est suffisant pour tomber Elle a amoureuse? laissé entrer. C'est 6 mois. S'emballer? C'est 6 mois Ah, de... même 6 mois. Oui, je vais dire que c'est au milieu de la relation que tout se brise avec le premier. Est-ce qu'elle avoue au moins Et- qu'elle trompe déjà le premier avec le deuxième? Est-ce qu'elle le trompe, Michel Gacho? Est-ce qu'elle le trompe? Elle n'a pas parlé d'un film. Elle ne le trompe De pas quoi encore. Non, parce que la tête que vous faites, vraiment... Est-ce que, il faut Et qu'elle a... parce Elle que ne vous avez trompe pas, utilisé oui. les termes compliqués. Non. Quand vous parlez des escapades, non, Des quel escapades. contenu on met dans Escapades, ce sont des voyages en dehors de la ville. Escapade, ça peut être aller à la plage. Oui, Il n'y mais- a pas d'infidélité à On aller à y va à la Je sais plage, rien. vous croyez Bon, qu'on y va et ça finit comme ça, Dominique Je Audrey? voulais savoir les... Il y a le encore contenu. des hommes qui sont respectueux des femmes, Michel. Et vous pensez aussi qu'il y a des femmes Il qui y sont a- respectueuses et vous la menez à la plage, vous vous amusez Ok. et vous la regardez après sans souci? Est-ce que voyager avec un homme veut dire que vous allez vous envoyer en l'air? Non, je ne pense pas. Je vous dis qu'il y a encore des hommes respectueux avec qui vous pouvez passer un an sans qu'il n'essaye même de tenter de faire quelque chose avec vous, simplement parce que vous lui avez dit je ne suis pas prête. Et celui-ci sait qu'elle est engagée dans une relation et la veut également. Il est prêt à se battre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle a du mal à choisir, même si je suis contre. Lorsqu'on décide d'arrêter d'être avec quelqu'un avant de donner de l'espace à une autre personne, vous terminez avec l'autre histoire avant de vous lancer. Donc là, le premier aura l'impression qu'elle a été infidèle avec les... Vous savez comment les hommes ont des Oui, préjugés. je regarde la tête que fait Karine. Lorsque vous le dites, elle a le sentiment que vous ne devriez même pas le dire. Évoluons. Non, non, elle est quand même, vous voulez dire quoi? Non, elle vous regarde, voilà. Elle dira la même chose certainement. Pourquoi? Donc, parce que c'est aller donner de l'espace à une autre personne, c'est comme de l'infidélité. Parce qu'on se partage en deux. Et aujourd'hui, moi, je dis à cette femme, vous devez simplement les mettre sur une balance. Tous les deux. Et si vous avez du mal à vous décider, vous prenez des distances. Est-ce que c'est normal, Dominique Audrey? Moi, je veux comprendre. Vous le faites. Vous les hommes là, Est-ce vous que le c'est faites. normal? Non, le débat, c'est pas au niveau des hommes. N'est-ce pas? Moi, je pose la question Les au niveau de la les femme. hommes n'ont pas deux cœurs. Est-ce que c'est raisonnable que vous ayez une relation Oui. dans laquelle vous êtes engagé et vous engagez une nouvelle relation et par la suite vous nous faites savoir que vous avez le cœur qui balance entre X et Y? Qu'est-ce qui vous empêche de finir avec la première relation Les sentiments. et d'engager une nouvelle relation de façon normale? Les sentiments, l'attachement, c'est 1 an et demi de relation. 1 an et demi avec quelqu'un qu'on connaît. 1 an et demi d'habitude, de rituel avec une personne, de routine avec une personne. Maintenant, la nouvelle personne, on a un peu peur de l'inconnu. Donc maintenant, c'est pour ça que la dame aimerait savoir. Et c'est pour ça que je dis, si vous êtes engagé, que ce soit un homme ou une femme, et que vous avez envie de faire un choix, vous pesez les deux. Au niveau des qualités, au niveau des défauts, quelle est la personne avec laquelle vous vous sentez bien? bien. Quelle est la personne qui vous met là où vous devez être? Quelle est la personne qui vous valorise? Quelle est la personne avec laquelle vous avez l'impression d'évoluer? La personne qui vous complète? Parce que malheureusement aujourd'hui, on a ces hommes-là, en plus d'être infidèles, ils sont les mêmes qui vous rabaissent simplement pour tuer l'idée ou bien l'intention ou bien la prétention de quelqu'un à vous mettre un peu plus haut. Donc, on a envie de comprendre. Évaluez les deux. Qualité et défaut, auquel cas vous vous éloignez des deux et vous saurez laquelle des personnes vous manquera le plus. Et vous pourrez faire de toute façon. Est-ce que c'est il y a pas de- trop facile de croire qu'on aime 2 hommes au même moment et de se demander qu'est-ce qu'on fera pour choisir, pour sa vie, pour son avenir? Est-ce que le cœur peut balancer pour 2 personnes au même moment, Karine Santia? Oui. Pour vous, les femmes, Pour dites-nous. 4 Oui. Pour 4 même. Mais je vais vous expliquer comment et pourquoi. Voilà, on vous écoute. Pour tout être humain, lorsqu'il s'engage de manière sérieuse dans une activité, ça peut être l'amour ou un boulot ou autre, il y a toujours des différentes propositions qui s'invitent à vous.
Même quand vous voulez entreprendre et que vous décidez que je vais être mon propre patron, il y a plusieurs choses que vous savez faire. Vous finissez par choisir une chose d'abord. Cette femme, elle est dans une situation où elle a été en relation avec quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui se séparent sans se dire que je ne veux plus de toi ou bien que c'est fini. Donc, elle s'est dit qu'après avoir découvert ce qu'elle a découvert, elle allait partir et puis il n'allait plus rien avoir entre elle et celui qu'elle considérait comme son ex. Du coup, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle se sent bien, entre guillemets, sauf que elle a dans la tête deux options. La nostalgie et les remords. C'est-à-dire la nostalgie des moments qu'elle a passés avec son ex, avec lequel elle a passé 1 an et demi. Et maintenant, les remords, parce qu'elle est déjà engagée dans une autre relation et ne sait pas si, en quittant l'autre relation, elle pourra continuer, elle pourra être heureuse avec lui. Maintenant, dans la deuxième phase, il y a un bonheur présent et un futur incertain parce qu'elle ne connaît pas encore les défauts de la nouvelle personne. Ce n'est que 4 mois. Non, on a 6 mois, pas 4 mois. Il ne faut pas réduire. Oui, 6 mois, jusque-là, elle ne peut pas vraiment dire. Si elle doute, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à mesurer les défauts de celui-ci. Parce qu'on essaie de comparer. Hein. On compare. Quand j'étais bien avec lui, on faisait ça. Maintenant, quand je suis bien avec celui-ci, on fait ça. Maintenant, quand celui-là et moi, on se fâche, on arrive quand même à arranger avant de dormir. Celui-ci là, bon, je ne me suis même pas encore fâchée avec lui. On fait comment? Vous voyez, elle pèse tout cela avant de décider de prendre. Mais elle le fait quand même dans un courant d'infidélité, non? Avec justement le premier. Il n'y a pas une question d'infidélité parce qu'elle n'était plus avec lui. Il est revenu en disant que je veux t'épouser. Elle n'est pas infidèle. Je vous dis bien, dans sa tête, c'est qu'elle s'était séparée de lui parce qu'elle a découvert ce qu'elle a découvert. Dans sa tête, sans qu'ils se le disent. Hein. Oui, sans compte. Il y a des relations qui finissent comme ça, où on ne se dit même pas que c'est fini et tout. On ne se voit plus, ni vu, ni connu. Elle a entamé autre chose. Maintenant, il revient. Sauf que, comme il revient avec des propositions. Et toutes les femmes, lorsque quelqu'un vous propose en mariage, vous vous posez toujours des questions. Même si vous ne l'aimez pas. Quand quelqu'un vous dit « je veux t'épouser », vous réfléchissez là-dessus. Parce que vous avez quand même déjà, elle a quand même déjà passé 1 an et demi avec lui et elle est capable de savoir si, en fait, elle peut supporter son infidélité et accepter le bon côté de lui et supporter les infidélités et ses défauts. Ou alors, elle préfère rester dans une relation qu'elle doit reconstruire. Lorsqu'elle nous pose le problème ce matin, est-ce que nous sommes des médiums pour lui dans la boule de cristal? Son cœur ne peut pas le Mais on peut lui dire. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire justement que... Ça, c'est un je suis ton qui parle. Non, ce que moi je vais lui dire, moi je vais lui dire par contre, c'est que lorsque vous êtes face à un doute, vous posez. Lorsque vous êtes face à un doute et que les deux options s'opposent à vous de manière égale, vous posez. C'est-à-dire qu'elle prend de la distance avec les deux. D'accord. Laissez-moi le temps de réfléchir par rapport à l'avenir de cette relation ou encore par rapport à ce que je veux le temps pour vous la de suite. Réfléchir. Les deux hommes la font comment? Ils attendent votre réflexion. Ils attendent où ils partent ailleurs. Celui qui partira ailleurs n'était pas pour toi. Et celui, voilà, qu'ils partent même tous. Parce que je vais vous dire, généralement, lorsque vous êtes confondus, ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise passe, en fait. Quand vous êtes confondu par rapport à une situation, ça veut dire que les deux ne sont pas bons. Il faut que vous arrêtiez et que vous recommenciez. Parce que, comme le dit l'histoire de ce matin, elle n'a pas eu le temps de faire le deuil de l'ancienne relation pour entrer dans la nouvelle. Donc, le nouveau connaît foncièrement ses points faibles et saura comment la manipuler. Et l'ancienne connaît ses points forts et sait comment la manipuler. Donc, elle doit se poser. Du moins, elle va se poser, relancer avec l'un d'entre eux ou réattaquer une nouvelle aventure. Elle doit d'abord se poser. Parce qu'en se posant lors des réflexions, elle peut décider de ne plus être avec tous les deux. Et d'attendre un nouveau qui viendra. Oui. Attendre un nouveau qui viendra, oui. Parce qu'on n'a pas enterré son nombril dans la chambre de ces gars-là. Ouais. Sur la même battue, c'est une histoire quand même assez compliquée ce matin. On a envie de comprendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. Parce que vous en riez déjà. Ils en rient déjà. Il faut quand même aider cette femme à trouver le sens à sa vie, de donner un sens à sa vie. Quelles sont les garanties pour elle d'être heureuse avec le cœur qui balance? Monsieur Michel Ngachou, les Bantous décrivent ce genre de femme comme un roseau. C'est ça. Le roseau qui balance dans tous les sens. Vivant. Le vent souffle au nord, elle est au nord. Le vent souffle à droite, elle est à droite. Elle n'a aucune consistance pour sa propre vie. Elle n'a aucune dignité, aucun honneur, encore moins de respect pour sa personne ou la personne qu'elle incarne. À l'entente de l'histoire, j'ai été très flatté, mais malheureusement,
il aura fallu qu'elle soit assise comme Juliette sur une banque, qu'elle coule des larmes, qu'un Roméo s'approche, qu'il la cajole, et que subitement elle sent l'étincelle sentimentale d'être dans son cœur. Une personne désespérée, oui. Franchement, monsieur Michel Ngachou, Une femme qui a perdu bien confiance en regarder elle. les films. C'est très beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai, monsieur Michel Ngachou. Vous savez, tant que vous n'avez pas encore vidé votre cœur, vous ne pouvez embrasser aucune autre personne. Voir partir avec la colère, même si 1000 hommes viennent, tant que vous n'avez pas demandé au gars là, les yeux dans les yeux, tu m'as fait ça pourquoi? Monsieur Michel Ngachou, vous n'aurez jamais de paix. C'est des femmes qui pensent que elles sont Robocop, elles se tournent et s'en vont. Non. L'explication est la base de tout. Bonbon a l'habitude de dire qu'il n'existe pas deux êtres. Laissez Bonbon. Je cite. Ouais, Vous citez souvent ici là les Spinoza et Contour. C'est moi citer Bonbon. Mais pourquoi vous m'interdisez de citer? Je cite Bonbon. Oui. Allons-y. Vous citez les Spinoza, les Hegel ici, c'est vous. Mais je dis, Bonbon a l'habitude de dire qu'en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. C'est deux personnes qui n'ont pas seulement causé. Il faut donc dire, chez les Bantous, monsieur Michel Ngachou, le sexe de la femme est comparable à une grotte sacrée dans laquelle règne le sacro-saint entonnoir, symbole de vie. La première chose que la femme protège, c'est d'abord le sexe. Regardez même quand une femme, vous dénudez une femme, qu'est-ce qu'elle bloque en premier? Il faut regarder, monsieur Michel Ngachou. Donc, je dis que cette femme... Comme toute personne, même chez les hommes quand même. Non, monsieur Michel. La femme a tout dedans. Monsieur Michel Ngachou, vraiment, si vous voulez, je vais loin. Les cuisses de la femme sont comparables à l'autel sur lequel on dépose des offrandes. Je peux aller plus loin. Les Bantous définissent chaque partie du corps de la femme. Alors, cette femme qui décide, elle va dire qu'elles n'ont certainement pas... Elles ne sont pas passées à l'acte, mais ils se sont embrassées. Oui, ils se sont embrassées. C'est le premier raccourci de l'amour. Lorsqu'on se rencontre, oui, ok, je ne suis pas encore prêt, mais on peut encore s'embrasser et tout est consort. La bouche de la femme est comparable à un cratère d'un volcan endormi. Monsieur Michel Ngachou, cette femme a péché. Elle a littéralement péché dans le sens où elle et son gars ne se sont pas assis pour définir les orientations de la vie. Non, permettez, les orientations de la vie. Lorsque vous décidez de vivre avec une femme, ce que vous dites, ce que vous me suivez, c'est très important. Vous vivez avec une femme. Tant que la fille n'a pas posé des actes, vous avez des filles avec qui vous vivez, monsieur Michel Ngachou, vous faites même 5 mois, vous n'êtes pas sûr qu'elle vous aime. Vous avez une fille, 1 an, elle ne pose aucun acte qui vous démontre qu'elle est engagée, elle n'est pas engagée. Les filles insensibles, monsieur Michel Ngachou, elles disent qu'elles n'aiment plus, elles n'ont plus le cœur à aimer le cas. Comment on voit ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Permettez-moi. Un bon scientifique, le gars est allé au labo, on lui a donné une réaction, sortir avec une fille, créer le choc pour voir la réaction de la fille, monsieur Michel Ngachou. Je dis, lui, il est allé dans son laboratoire. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Comment on voit la le gars a voulu... Pourquoi vous traversez? On veut comprendre. Le monsieur veut évaluer le degré d'amour. Je vais épouser qui? Je vous ai dit, nous, la technique des Bantous, quand vous racontez, vous déclenchez une bagarre. Si elle met votre dos au sol, ne continuez même plus. Parce que vous êtes mort dans le mariage où vous allez. Donc, c'est des stratégies pour vivre avec une femme. Donc, il a mis sur pied, ça peut être un mécanisme qu'il a mis pour se rassurer qu'est-ce que la fille est véritablement engagée. Le mariage, on le voit beaucoup plus sur l'angle du bonheur, en oubliant que le mariage, c'est des hauts et des bas. Cette fille en se retirant pour pleurer, vers qui s'est-elle plainte? Est-ce qu'elle allait voir l'ami du gars, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas encore fiancés? Est-ce qu'elle allait voir l'ami du gars pour dire à l'ami du gars, voilà ce que je viens de vivre et tout? On dit toujours que d'un problème naît une expérience. Tant que vous n'avez pas acquis une somme d'expérience, ça ne sert à rien pour vous de dire que vous allez vous engager dans un périple comme le mariage. Très bien. Merci beaucoup, Charles Bachou. Et appréciation qui sera également faite ce matin. Dominique Audé, je vous en prie, permettez pour la sagesse de Mbouron Bengan, on va peut-être apprécier ça d'une façon particulière, avec le regard de l'adulte et l'aîné qu'il est, et surtout, oui, en réalité, de ce qu'il incarne en même temps, traditionnellement parlant. Pas forcément, il faut l'écouter également. Hier, vous avez prouvé sur le plateau qu'il est super romantique, donc Bon, Bengan, on vous écoute. Comment vous appréciez l'histoire de ce matin? La première chose,
pour dire, Karine l'a dit en d'autres termes, dans le doute, on s'abstient. Ouais. On s'abstient. Deuxième chose, cette fille, dans l'absolu, a priori ou comme a posteriori, elle n'a rien appris du mariage. Elle est artificielle. Elle est artificielle et c'est dangereux. Ce qu'on appelle le sentimentalisme, ça renvoie aux sensibleries, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous amène à résister au soleil, à la pluie, par exemple. Vous voulez aller à l'école, il pleut, vous n'avez pas de parapluie, mais vous faut qu'il y aille à l'école. C'est comme ça qu'on imagine la vie. Donc, quels sont les obstacles qu'on est en proie à traverser lorsqu'on va au mariage? Donc, j'ai bien envie de demander, comme elle a dit que nous les hommes sur le plateau, on va canarder. Non, nous on apprend. On donne des renseignements et des enseignements. C'est ce qu'on donne. C'est-à-dire que une femme comme celle-ci, je voudrais donc qu'elle me donne la machine à calculer qui montre que le prochain gars ne va pas la tromper. aucune garantie. Voilà, c'est donc ça la vie artificielle. Une femme qui va en mariage, elle a 25 ans. Elle n'a pas encore intégré que mon mari peut avoir des femmes. D'abord, le régime matrimonial, lorsqu'il va falloir que... C'est comme ça qu'on réfléchit, une femme qui veut aller en mariage. Mais quand tu ne mènes pas ce type de réflexion, ça veut dire qu'en fait, tu es une femme, tu peux faire 3 enfants avec 3 hommes différents, ça ne te dérange pas. Parce que tu vas Et d'homme en homme. est-ce qu'elle est dans la posture, elle dit, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais maintenant, quand vous l'observez donc, et avec ce qu'elle déclame comme étant, comme c'est le ressenti de son cœur, vous avez l'impression qu'elle veut être à côté d'un homme dans le cadre du mariage. Et au même moment, elle ne veut pas apprendre le mariage. C'est ça l'ambiguïté, qu'elle apprenne le mariage, qu'elle sache que, oui, l'infidélité aujourd'hui, demain, ce sera des coups de gueule. L'infidélité de son homme. Oui, et demain, ce sera l'infidélité et les coups de gueule. Dire qu'elle devra apprendre à encaisser, elle est encore dehors, elle encaisse d'abord, elle se forme avant d'entrer en Quand mariage. le mari va lui dire, tu es même venu faire quoi chez moi? Ouais. Elle va lui dire ça comment? Aura-t-elle... Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est donc pas l'une des dispositions d'apprendre à vivre dans un couple. Elle est artificielle. Vous avez vu dernièrement, une fille a amené le joueur brésilien qui était à Paris Saint-Germain là. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé, mais Neymar, ouais. les escarpades, c'est quoi? Donc, il faut donc, comment vous voyez, est-elle, se considère-t-elle comme croqueuse de diamants? C'est-à-dire que tu peux être en relation avec un homme, oui, vous allez à Kribi, à Limbé, vous montez, descendez, mais c'est l'homme qui paye. Voilà. Mais dans l'homme qui paye là, quand vous êtes dans cette posture, n'est-ce pas, il a dit qu'il m'aimait, on peut faire, on va bien promener, j'ai promené même 10 ans, et c'est le jour où je serai comme ça. Est-elle croqueuse de diamants? Donc elle n'est pas dans une bonne posture où elle voudrait, c'est des filles en réalité qui ont un problème d'identité. Très bien. Qu'elle se détermine d'abord, et lorsqu'elle va se déterminer, les orientations du mariage, c'est quoi? Tu auras un homme qu'il considère infidèle, un homme est fidèle à ses 3 femmes, hein? Même si une est mariée officiellement, les 2 autres sont dehors, elle est fidèle à ses 3 femmes. L'autre chose, étant dans la maison, elle va te dire, tu es même venu faire quoi chez moi? Et nos femmes, nous avons ça, ils reçoivent ça tous les jours. Et le soir, on attend, elle prépare, elle lave les habits et tout, elle oxygène la maison. Merci. Merci Mbon Bengan, merci à vous madame, monsieur le ministre, restez présent. Comment vos femmes, vous réagirez effectivement à une histoire comme celle-là? Que dites-vous à cette femme dont le cœur balance entre 2 hommes? Elle veut faire un choix, c'est compliqué. Et avec les nombreux enseignements qu'on a sur ce plateau et surtout les contributions des uns des autres, quelle appréciation vous en faites ce matin? Madame, monsieur, allons justement savoir ce que nous propose la colère de Charles Hamel ce matin. Restez des nôtres.
Je m'interroge ce jour sur la question du démantèlement tardif des centres de prise en charge de Covid-19 aménagés dans les stades de ce pays. Comment comprendre que le gouvernement qui savait déjà depuis plusieurs années que le Cameroun devait abriter les prochaines phases finales du championnat d'Afrique des Nations de football et de Coupe d'Afrique des Nations de football ait choisi d'aller investir près d'1 milliard de francs CFA dans les infrastructures sportives dédiées aux compétitions attendues? Y a-t-il préparation? Y a-t-il concertation? Y a-t-il eu discussion entre le comité de gestion du Covid, le ministère de la Santé, le ministère des Sports sur l'occupation des infrastructures sportives, ou était-ce une décision du Grand Manitou de construire dans ces différents stades? Y a-t-il eu des prévisions qui auront été marquées, organisées, structurées au sujet du démantèlement, ou encore ces délais prévus? Autre point d'interrogation. Comment comprendre que 5 mois seulement après la mise en place de ces unités de prise en charge, le ministère des Sports et de l'Éducation physique demande au ministre de la Santé publique de démanteler le dispositif de riposte installé dans les différents stades Yaoundé, Douala, Limbé et j'en passe? Comment comprendre cette réplique ou cette réaction tardive du ministère de la Santé après les injonctions du secrétariat général de la présidence de la République via le ministre des Sports? Qui tient véritablement mieux, finalement, le bâton de commandement dans ce pays? Le ministre de la Santé, le président du comité de gestion de la crise à Covid-19, le MINSEP ou encore la présidence de la République? Investissement inutile pour des infrastructures qui n'auront finalement servi à rien. Rappelons-nous que pendant la période du Covid, on nous a signalé l'atteinte de plus de 10 000 cas, ne serait-ce que dans la ville de Douala, Yaoundé éparpillé. On a conçu ces différents accès qui n'ont véritablement pas vu, en fait ces hôpitaux de campagne, qui n'ont véritablement pas vu un seul malade en termes d'occupation, mais qui a eu tout l'équipement nécessaire. N'y a-t-il pas lieu de voir une dilapidation de l'argent public du fait que le ministère de la Santé avait indiqué que l'aménagement des centres spécialisés, des stades militaires et Mbappé-Lépé aura coûté plus de 835,5 millions de francs CFA? Par ailleurs, les pouvoirs publics ont déboursé près de 4 milliards pour l'acquisition des équipements de prise en charge distribués dans les différents sites des prises en charge, lits d'hospitalisation, lits de réanimation, matelas, draps, appareils d'assistance respiratoire, moniteurs de surveillance, glucomètre et j'en passe. Avant la construction de cet édifice, avait-on déjà le nombre des cas internés par hôpitaux de référence? Les statistiques sur la demande pour envisager une explosion? Point d'interrogation. Comment comprendre que moins de 3 semaines après la mise en service du stade militaire de Yaoundé, comme point de prise en charge des malades Covid, la présidence de la République, via son secrétaire général, donne des instructions pour le démantèlement de toute l'infrastructure médicale que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, ont pris sur eux de disposer. Incroyable, impensable et dessein inavouable. Pourquoi avoir donc aménagé ces différents espaces à coups de milliards si l'objectif ou si la finalité devait être le démantèlement? Savez-vous que le centre spécialisé de prise en charge n'a même pas eu le temps d'accueillir ses premiers malades de Covid-19 qu'ils ont été appelés pour l'ensemble à fermer les portes? Que deviendront les espaces de prélèvement aménagés? Les bâches, les tentes, les kits entreposés, les espaces dédiés à l'hospitalisation, les lits, les matelas, les draps, des outils censés accompagner les patients hospitalisés.
le dispositif hospitalier construit sous des grands chapiteaux. Où ira-t-il? Comment comprendre ce démantèlement tardif juste parce qu'on savait que les experts de la CAF devaient descendre sur le terrain? Savez-vous que l'aménagement des infrastructures a libéré, a coûté au ministère de la Santé dans les 836 millions de francs CFA environ? À peine a-t-on démarré le démantèlement qu'on s'est vite rendu compte que les installations du centre spécial de prise en charge des patients du Covid-19 ont sérieusement endommagé les différents aires de jeu. La pelouse verdoyante du stade militaire de Ngouakele a laissé la place à un terrain champêtre. On observe également la poussée des herbes folles dans certaines parties du terrain. Selon les experts, la pose et la maturation d'une pelouse a une durée d'au moins 5 mois. Cela ne démontre-t-il pas une seule chose, qu'il n'y a eu quasiment aucun malade au Cameroun? Dans tous les cas, si malade il y a eu, les hôpitaux de campagne n'ont non seulement pas vu, et ils auront démontré une seule chose, on aura investi 836 millions sur des infrastructures qui n'auront finalement servi à rien. Aucune anticipation, aucune prévision dans l'action. Sommes-nous justement dans une gabegie financière aujourd'hui avec ce démantèlement des espaces Covid au Cameroun qui sont réellement ce tapis dans l'ombre qui donne des ultimatums? Est-ce que, comme Charles Membachou l'a posé comme question ce matin, y a-t-il eu une coordination avec le comité de pilotage du projet Covid-19 au Cameroun pour cette crise sanitaire qui a touché le Cameroun et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, y compris le ministre de la Santé publique, Madame, Monsieur, tentons de mieux analyser, mais surtout de donner nos points de vue avec nos intervenants sur le plateau, comment comprendre ce qui se passe en ce moment. Peut-être vous avez entendu parler de Dominique Audrey, de cette question du démantèlement de ces stades Covid-là, de ces stades qui ont abrité les espaces Covid. Alors, lorsqu'on les déplace aujourd'hui et on se rend compte que l'espace ou l'aire de jeu est endommagé, il faut refaire. Non seulement pas de peu de 800 millions déjà engloutis dans la question de Covid, pour ne pas parler de 4 milliards, dont à un moment donné, il y a eu pas mal de grabuge et tout. Il faut repenser de nouveau les aires de jeu. Finalement, est-ce que c'est de dépenses en dépenses pour repenser la construction du Cameroun? L'idée portant sur l'aménagement de centres annexes en supplément pour les hôpitaux qui devaient recevoir les malades du Covid, c'était une bonne chose dès le départ. Mais maintenant, des sources révèlent qu'on comptait sur le bout des doigts les nombres de personnes qui allaient dans ces centres spéciaux. Ce qui amène à se poser la question sur les statistiques portant le nombre effectif de malades, des cas annoncés de Covid au Cameroun. Y ont-ils séjourné ces malades à un moment? Voilà, est-ce que les chiffres étaient bons? C'est la question qu'on se pose parce que sur quelle base est-ce qu'on a décidé de mettre 2 centres à Yaoundé, 2 centres à Douala, 2 centres à Bafoussam et 1 centre à Limbé? Il était dans un à Bamenda, voilà. Et le ministre avait annoncé qu'on en créerait un peu partout dans le pays. Mais sur quelle base alors on s'est projeté pour mettre sur pied ces centres qui demandaient énormément d'argent? Et on savait que dans les hôpitaux, on nous a annoncé qu'il y avait un problème avec les machines, les respirateurs et tout, les masques, mais on en a trouvé tout de même pour équiper ces différents centres-là. La question de la réhabilitation des stades aujourd'hui intervient au moment où on annonce la reprise des activités préparatoires aux échéances sportives. Donc, il est important de réhabiliter. Mais là, vous devez vous demander certainement ce qu'on va faire de tous les investissements. Ça pourrait disparaître parce qu'on pourrait avoir des gens qui chacun aurait son chapiteau, son matelas et tout, et après il y aura la multiplication à ce niveau des chapiteaux et consorts, c'est une entreprise bien connue au Cameroun qui s'en est occupée et qui est connue. On va saluer d'ailleurs M. Zumbach en passant pour parler de c'est lui le propriétaire. Voilà, de la Fondation Interprogrès, parce que dans le communiqué qui circulait effectivement, il y a eu des injonctions vis-à-vis de ce propriétaire. Il va donc falloir qu'on fasse un inventaire complet des chapiteaux et des équipements. Il est aussi propriétaire des équipements. Peut-être le montant que tout ceci... voilà, il va falloir faire un inventaire complet. On ne parle de 4 milliards pour les équipements, oui. C'est énorme. Jusqu'à présent, c'est vraiment énorme parce que jusqu'ici... On n'a aucun chiffre quand même, on n'a aucune traçabilité. Rien n'a été présenté aux Camerounais comme étant preuve... Justement, de la présence des différents équipements. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que tout est à questionner au niveau des montages de ces chapiteaux, de ces hôpitaux de campagne.
tout est à interroger. Combien il y en a eu et combien de personnes y ont été reçues? Est-ce qu'on doit simplement s'attarder sur les chiffres donnés par monsieur le ministre de la Santé? Si oui, combien de personnes sont allées là-bas, étant entendu qu'il y en a qui étaient dans les hôpitaux? Donc, cette histoire aujourd'hui prête un peu à équivoque parce qu'il y a énormément de non-dits au niveau de ces hôpitaux locaux. De campagne, voilà. Ces hôpitaux de campagne. Très bien. Allez, Karine Sonti également, on veut comprendre l'engloutissement, on va dire, l'argent qui sort, qui ressort à chaque fois et qui en sortira encore. Finalement, ça part d'où pour investir autant d'argent dans une affaire comme celle-là? Comprenons que l'État du Cameroun aurait, avec les aides étrangères ou le Fonds monétaire international qui veut donner un peu d'argent, c'est une chose, il y a eu de l'argent pour ça. Les aides des banques camerounaises. Il faut refaire les stades. L'argent là partira d'où? Pourquoi penser détruire les stades pour repenser la réfection des gazons pour le moment? C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Le pays, vous comprenez ça comment, cette histoire? C'est un pays budgétivore et qui ne prépare pas ses actions. Enfin, le pays est budgétivore, oui. Tout est budgétivore et oui. le pays lui-même est budgétivore. Oui, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est vous qui préparez des échéances sportives. Les gens ont fait des propositions sur là où vous pourriez installer ces espaces de prise en charge. L'hôpital La Quintini de Douala a des espaces vides. Bon, on avait cité ici l'hôpital qui est à Bonanjo, Sopo-Priso, notamment qui a des espaces qu'on pouvait utiliser, notamment pour la prise en charge des cas Covid. Il y a tellement d'espaces au Cameroun qui devaient être même dans les hôpitaux pour éviter que les citoyens lambda ne soient ne se rapprochent de cette infection, à cette maladie. C'est pourquoi nos dirigeants ont pensé que les stades étaient adéquats. Sauf que la décision de prendre des stades pour aménager et faire de ces espaces-là des centres de prise en charge de Covid-19, c'est-à-dire que dépistage, hospitalisation et autres, vient du fait que les internautes avaient publié une photo des stades nigérians aménagés pour la prise en charge de la Covid-19. Quand ils ont publié cela, il y a eu des critiques des Camerounais qui soutenaient que le Cameroun n'arrive pas à réfléchir alors que tout à côté, les gens réfléchissent. Le Cameroun n'arrive pas à comprendre qu'on peut aménager les espaces vides dans les stades puisqu'il n'y aura plus de compétition pour prendre en charge les cas de Covid. Sauf que le Cameroun, lui, est allé copier directement au point où lorsqu'on publiait les images notamment de ces dispositifs-là, c'est-à-dire que les chapiteaux et autres, on montrait comment les chapiteaux nigérians étaient plus équipés que les chapiteaux camerounais et les Camerounais étaient obligés. Parler des hôpitaux de campagne, étaient plus équipés. Voilà, les hôpitaux de campagne étaient plus équipés que les stades aménagés qu'on avait proposés au Nigeria. Donc, nos gouvernants étaient obligés de faire la communication selon laquelle nous aussi on fait bien. Il y a eu des visites on a justement la visite du secrétaire général, du ministre de la Santé. Non, la visite du secrétaire général de la présidente de la République qui est descendu sur pour visiter l'effectivité de ces centres de prise en charge des cas de Covid. Sauf que cette décision n'a pas pu répondre à la question on fait comment si on veut organiser la CAN. Ils ont oublié que le coronavirus était une pandémie et qu'à un moment donné, elle pourrait terminer et que ça n'allait pas empêcher qu'on vérifie l'effectivité des travaux de la CAN sur le terrain. C'était un mauvais mimétisme. C'était une mauvaise copie. C'est pourquoi on dit que même pour copier, il faut être très intelligent parce que vous ne pouvez pas copier jusqu'à la virgule et oublier que vous avez votre cerveau pour modifier ce que vous avez copié à côté. Et ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a eu à la fois le secrétaire général de la présidente de la République qui demande qu'on démantèle, le ministre des Sports qui demande qu'on démantèle, et puis le ministre de la Santé qui dit que non, il n'a pas d'ordre à recevoir de tel. Et ça finit par un démantèlement tardif justement parce qu'on a eu l'information que la CAF arrive. Gouvernance, bonne gestion justement de cette histoire concernant les Covid-19 ou pas? Est-ce qu'il y a eu un accord entre le comité Bengan? On a eu des injonctions du secrétaire général, ministre d'État d'ailleurs, secrétaire général à la présidente de la République, qui a fait mention d'un certain nombre d'injonctions, à la fois au ministre de la Santé, lui qui a dit j'attends les instructions du chef de l'État. Alors finalement, qui gère qui dans cette histoire? Comment vous l'analysez?
pour comprendre l'imbroglio qu'il y a autour, et si vous avez lu la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement de juin 2018, vous allez comprendre. La Caisse autonome d'amortissement dit là-dedans qu'au Cameroun, on ne sait pas monter les projets. Et même certains projets, soi-disant montés, ils n'arrivent pas, leur gestion n'arrive pas à expiration. Autrement, même le montage financier pour le décaissement de l'argent lié à ce projet est toujours mal monté. C'est pour ça que le directeur de la Caisse autonome d'amortissement disait à l'époque qu'il a plus de 5 000 milliards de francs à injecter à l'économie camerounaise, mais ne pourrait pas dépenser un seul radis parce qu'il n'est pas sûr que cet argent ira quelque part. C'est ça, en fait, qui traduit ce que vous dénoncez et que Charles Hamel dénonce avec raison dans la gestion de Covid-19. C'est-à-dire que c'est une gestion par tâtonnement. Dès lors qu'on a constaté, ou là il a été établi que l'Organisation mondiale de la santé pouvait injecter quelques sous, on a commencé à déclarer les cas Covid. Et alors que le monde entier était, les pays qui ne savaient pas quel genre de grippe il était question, prenaient des mesures. Non, nous, le voyage, on faisait comme si de rien n'était, au point où certaines autres personnalités en ont été victimes. Donc, c'est pour ça qu'il fallait grappiller un peu de sous. Grappiller un peu de sous veut dire qu'on va faire des choses comme ça. Puisque à un moment où on le fait, on ne sait pas quelle est la décision de la Confédération africaine de football relativement aux compétitions. On ne savait pas encore. Donc on se met comme ça sans savoir si la pandémie allait durer 6 mois, 1 an ou un peu plus. C'est pour cette raison donc que vous verrez que dans ce tâtonnement, on n'a rien mis en place pour pouvoir bénéficier de quelque chose. C'est-à-dire, même le système de solidarité nationale, vous vous rappelez bien qu'on a refusé même la concertation nationale. Je voudrais justement, alors dans ce cas-là, on n'entend pas le premier ministre du gouvernement qui était dans le comité de pilotage. On n'entend que, si vous voulez, les ministres de la Santé, des Sports et surtout le secrétaire général à la présidence de la République. Pourquoi ça? Oui, mais justement, c'est une nébuleuse. D'abord, même si vous relisez cette lettre-là, apparemment, il a délégation de signature du président de la République, mais il n'est pas le président de la République. Donc, il ne peut pas faire injonction. À la limite, il peut écrire que sur instruction, haute instruction du président de la République, mais il disait ça, il ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il se substitue au président de la République pour prendre des décisions, alors qu'il y a un Premier ministre. Même s'il a sa stature de ministre d'État, il a un Premier ministre. Donc, il lui est donc interdit, sur ce plan-là, de faire des injonctions. Voilà une incongruité qu'il faut condamner. C'est-à-dire, il est SGPR, il outrepasse ses missions, il laisse le chef du gouvernement donner des injonctions justement à ses membres, et c'est très compliqué. Oui, voilà. C'est mauvais. Donc, regardez, dernièrement, je pense mardi ou mercredi, où on dénonçait ce qui était passé avec SICAM. Dans d'autres pays, vous avez vu les entreprises qui avaient la charge, par exemple, de fabriquer, comment vous appelez ça, les ascenseurs, tout un certain nombre. Ils avaient détourné leurs raisons sociales pour commencer et s'ingérer à fabriquer certains engins, certains matériels pour détecter Covid. Au Cameroun, rien du tout. Rien. Je veux dire, même la SICAM qu'on aurait pu requinquer, on n'a pas pensé à ça. Mais l'hôpital, il y a cette question du stade là, la pelouse. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Qui va reconstruire? Avec quel argent? Là où je voulais en venir justement. Parce qu'ici, on a pensé à des poches précisément parce que ce sont leurs gens qui sont dans ce stade. Puisqu'ils vont nous dire encore que la peinture, un pot de peinture va coûter, je pense, dans les 350 000. Un sac de ciment coûtait déjà 16 500 francs. Donc, et maintenant, la pelouse, quand on va vous dire, ah oui, des exigences de la FIFA font que voilà, 1 mètre carré de gazon va. Donc, la surfacturation, c'est pour ça que j'ai commencé par cette note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement pour un peu comprendre qu'est-ce qui est dans le cerveau de nos dirigeants. Donc, grappiller des sous là où il y en a.
Et dans tout ça, madame, messieurs, le Camerounais ou les Camerounais regardent, apprécient, ne disent mot, dire certainement qu'ils consentent. Nous vous saluons encore, madame, monsieur. Merci à vous de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision. Nous saluons toutes les grandes communautés camerounaises de quelques endroits où ils sont sur la planète Cameroun, sur la planète Terre. Depuis un moment, je ne sais pas ce que je pense à la planète camerounaise. C'est pas mauvais. Je sais pas. Son pays, voilà, la planète camerounaise, non. La planète Terre. Et les Camerounais sont partout quand même sur la planète Terre. Oui, partout. Ils sont partout. Partout. Il y a des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas partout. Mais quand vous avez entendu pendant le coronavirus comment les Camerounais de l'Australie voulaient rentrer, là vous comprenez qu'ils sont partout. Et nous saluons bien sûr tous ceux qui nous regardent. Ça veut dire la chose simple suivante. Les Bantous ont une culture universelle. Voilà. Ils s'adaptent à tout. Ils peuvent se mouvoir et aller partout. Hein? Tout à fait. Allez, qu'est-ce qui se passe véritablement avec le redéploiement, si vous voulez, hein, le redéploiement? Karine, le mot est bien choisi, le redéploiement, oui. Au niveau des stades? Non, le démantèlement. Le démantèlement, merci beaucoup. Et ça nous donne justement l'occasion de comprendre ce que disent les téléspectateurs sur la toile ce matin. Ah ben, on évolue. Oui, chez les téléspectateurs, il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre et peu d'hommes qui restent certains, décident d'aller entre eux. Quel sacrilège! Vive la polygamie. Vive la polygamie. Message. Vive la polygamie. Monsieur Michel c'est pas nous qui programmons. Les femmes ont défilé en Italie pour viser la polygamie. Nous avons 10 pays au monde. Nous avons 10 pays au monde. 10 pays au monde. Où les événements, la guerre notamment, a poussé les femmes à avoir plusieurs hommes. C'est reconnu et installé. Vous l'avez au Tibet, vous avez au Népal, vous avez au Venezuela, vous avez au Paraguay, vous avez en Chine la tribu qu'on appelle les Mosuo, oui. Là-bas c'est connu, oui. Vous avez en Inde, vous avez en RDC dans le Kasaï occidental et chez les Batundu. Voilà les seules zones où les femmes ont la liberté d'avoir plusieurs hommes, parce que là-bas, il y a très peu de femmes. Ah, très peu de femmes, mais plus d'hommes, monsieur Michel Ngacho. Il y a cette liberté donc aux femmes d'entretenir plusieurs hommes. Et la stratégie, quand un homme est à l'intérieur, il laisse les babouches dehors pour signaler aux autres que je suis là. Donc vous avez 60% d'enfants qui sont nés avec plusieurs pères. C'est connu dans ces différentes régions. Ça, c'est la guerre qui a poussé, les maladies qui ont poussé à arriver à ce Prenons les messages, Karine. Parce que là, le développement de Charles Hamel, oui, on peut encore se poser d'autres questions. Je vous ai cité ces pays. Oui, parce qu'on n'a pas peur maintenant de la confusion du sang à ce niveau-là. Allez, poursuivons d'avoir les messages, je vous en prie. Oui, notamment, l'Algérie s'est déjà prononcée pour la CAN. Ce pourri gouvernement peut courir comme il veut, car c'est peine perdue. Il faut y croire, les stades ne sont pas finis, on a encore des gros soucis aujourd'hui malgré les descentes du ministre des Sports qui avant-hier, je pense bien hier, autant pour moi était à Limbe Boya, je crois que c'était avant-hier. Il a précisé lui, mais d'abord, presque dans tous les stades, ceux qui ont travaillé veulent être payés, n'ont pas d'argent. Jusqu'à présent. Et voilà, il a dit que le gouvernement se déploie à honorer ses engagements financiers relativement à ça. Le problème technique, comme il a dit, on va voir. D'accord. On va donc voir. En fait, les incertitudes planent sur l'organisation de ces deux compétitions. Les messages des téléspectateurs, Karine. Oui, un autre message ce matin notamment. Elle devrait d'abord clôturer avec la première relation avant de se lancer dans la deuxième. Même le premier là est en train de faire le choix. Quelle clôture d'abord la première relation? Tu ne peux pas prétendre aimer un homme et te permettre de faire des voyages avec un autre. Ça veut tout simplement dire que même dans ton foyer, en cas de problème, tu feras toujours cela. Monsieur Manaouda Malachi, nous attendons toujours notre réorcalement. Voici les jeunes du renouveau. Non, M. Manaouda a dit enlever son nom sur ça. Il est dans la gestion stratégique. Et donc, poser la question clairement aux concernés, au Lamido, au gouverneur. Au Lamido, c'est le Lamido secrétaire d'État à la santé qui avait la gestion opérationnelle de ce problème. Pourquoi on l'évite?
Pourquoi on évite? Tout le monde sait que c'est le secteur d'État de la santé chargé de pandémie qui avait la possibilité, qui gérait opérationnellement. Il est mieux sur la question, on n'entend presque jamais. Tous ces stades ont des annexes, mais on construit les centres Covid sur des terrains de compétition. Ce n'est pas un hasard, c'est pour voler par la rénovation de ces stades. Et Charles, mais justement, oui, mais Charles doit apprécier ça. Vous y croyez véritablement que ce que le téléspectateur dit, c'est fondé? Monsieur Michel Ngacho, avec la sortie de Jean-Michel Nitieux, de l'honorable Jean-Michel Nitieux, et les constats que beaucoup de Camerounais ont fait, et certains fonctionnaires, le Covid-19 a enrichi pas mal de personnes dont vous ne pouvez pas soupçonner l'identité. Beaucoup de chantiers sont arrivés à finition complète grâce au Covid-19. Faites juste un tour à Nyom. Vous allez vous rendre compte que M. Michel Ngacho, ce n'est pas n'importe qui arrive là, que les chantiers démarrés en mars ont commencé à aller avec une vitesse exponentielle. Quand vous parlez de Nyom, dites justement aux Camerounais que Nyom, c'est une bourgade de Yaoundé, de Yaoundé effectivement. Donc, M. Michel, je dis Nyom à Yaoundé, vous allez vous rendre compte un peu partout. Donc, M. Michel Ngacho, l'idée déjà d'aller dans le stade posait un problème dès les premières heures, dès les premiers jours. Les premiers jours, les premières personnes, les experts sur la question ont commencé à dire pourquoi va-t-on dans les stades? Est-ce qu'il manque des endroits qu'on peut aménager? Mobok ici a demandé à ce que le génie militaire soit interpellé. On va vers l'axe sur Bekoko. On aménage des grands hangars. Vous avez vu les synagogues qui sont au niveau de Bekoko là. Ces synagogues qu'on a conçues n'ont même pas mis, ces synagogues n'ont pas mis 3-4 mois qu'on avait terminé. C'est des hangars, M. Michel Ngacho. Pourquoi ne pas aménager ces hangars pour permettre aux gens d'être là? À la fin, on pourrait transposer, bon, on l'avait dit, en magasin pour permettre aux différents commerçants d'utiliser. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à ça? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on réfléchisse? Qui peut nous donner des hôpitaux de campagne? Qui peut nous louer? Qui peut nous amener les équipements? Comment est-ce que ça peut se passer? Allez rentrer, vous allez vous rendre compte que quelqu'un derrière soufflait, parlait de ça, qu'on n'a pas procédé à l'inventaire des matériaux utilisés. Quels sont les matériaux d'équipement qu'on a fait? On a joué le deal. Est-ce qu'il y avait tous les kits? Lorsqu'on venait procéder au démantèlement, ça a été prélevé pour être plaqué où? Pour être placé où? Ça devait être mis où? Le personnel qui avait été affecté il y a 3 mois de cela, M. Michel Ngacho, parce qu'on disait que le pic devait être atteint, où est-ce qu'on a redéployé ce personnel? Ce personnel venait-il constamment au boulot, là-bas dans ces hôpitaux de campagne? Je vous dis non. Mais ce personnel était payé, M. Michel Ngacho, en francs et en son trébuchant, ils étaient payés. Le personnel d'appui qui était censé, avec les brancards, réceptionner les malades, les amener dans les sites, allez voir les gradins, allez voir les vestiaires qui ont été utilisés. Vous n'avez vu qu'une partie, la partie visible qui était les pelouses. Entrez, pénétrez, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait, comme Bombok l'a dit, un autre entretien qui va nécessiter et des pots de peinture et de ceci. Mais non, pénétrez, vous allez vous rendre compte que c'est des avocats. Par exemple, c'est un avocat qui a le marché de peinture. Je ne vais pas donner son nom ici. C'est un avocat qui a le marché de la peinture. Vous allez commencer les gars vont revenir en disant que la peinture est défraîchie. Il faudrait qu'on remette une peinture. Il faudrait qu'on réhabilite. Il y a quelques chaises qui sont cassées parce que les gens qui gardaient le site, qui étaient sur le site, allaient s'asseoir et poser mal le pied. Il faut l'aménager. Je vous demande, on a eu des députés se prononcer, notamment l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui s'est longuement prononcé cette question, même s'il a beaucoup tensé le ministre de la Santé publique. Est-ce qu'il n'a pas vu justement ces réalités? Où sont ces députés de la nation pour observer l'action gouvernementale? Je n'ai pas besoin de rencontrer où est le président du comité de gestion du Covid. C'est lui qui doit s'exprimer sur la question. Vous parlez là du chef du gouvernement? Je parle du président du comité, je n'ai pas de chef du gouvernement. Je dis le président du comité. Monsieur, il a un nom. Le président du comité de gestion, c'est lui qui devait être sur le terrain, M. Michel Ngacho. C'est lui qui devait piloter en disant, ok, dans les caisses de gestion du Covid, il est resté 22 milliards. Sur les 22 milliards, je dis n'importe quoi. Bon, sur les 22 milliards... J'ai dit même 100 millions. Oui, non, je dis quand même 22 milliards. On sait ce qui s'est passé entre temps, pas quand même 22 milliards. Soyez gentil. Je pense quand même que je sais quand j'emploie 22 milliards. Il est resté 22 milliards.
Sur les 22 milliards, nous allons prélever 1 milliard qui va nous aider à gérer. On a affecté à la réhabilitation de chaque stade 500 millions. Par exemple, 500 millions qu'on va débloquer. Il faut remettre les pelouses. Est-ce que c'est des pelouses qui sont pratiquement en fin de maturité? Comment est-ce qu'elles vont être adaptées? Quelle est l'équipe qui va venir travailler à l'arrosage de ces pelouses? Quelle est l'équipe qui va travailler à l'aménagement de peinture? Quelle est l'équipe? Il faudrait qu'on évalue parce que vous êtes en train de voir le démantèlement. Mais le coût de la réhabilitation, vous n'êtes pas en train de voir le coût de la réhabilitation avec à la clé 3 000 milliards qui avaient déjà été décaissés dans un premier temps pour la réalisation de ces différents stades. 3 000 milliards. Je parle de 3 000 milliards, M. Michel Ngatou. Depuis 2012, on décaisse l'argent pour la préparation de la CAN. Très bien. Voilà. Alors, donc, quand on arrive à ce niveau, vous vous demandez donc, finalement, on est en train d'aller où? Les gens sont en train de manger l'argent. Les gens vont ponctionner sérieusement l'argent. Mais pendant ce temps, vous l'avez dit, le pauvre Camerounais observe. Prenons les messages Karine Santia, nos téléspectateurs nous écrivent. Il faut les lire également, mais surtout savoir ce qu'ils nous disent. On a toujours copié les gens comme des moutons. Voilà la France qui a lancé le couvre-feu. Et les universités d'État camerounaises ont déjà commencé à dire qu'il n'y a plus de remise de diplôme. Les cours seront online avec quelle connexion? Le niveau de vol de ces gens à Yaoundé est exceptionnel. On n'a jamais vu ça dans le monde. Et le plus effrayant, ça devient un mode de gouvernance. Un autre message, pourquoi c'est toujours... voilà, non, le Cameroun est le seul pays où on dilapide des milliards sans raison et on parle comme si c'était une discussion de football. Pour l'histoire du jour, ça va vraiment nous mettre dans des situations difficiles. C'est chacun de décider à la maison, le père est où? Bon, est-ce que le père avait à y voir? À 25 ans, votre père décide qui est votre copain ou pas? Bon. Pour l'histoire du jour, si tu doutes entre quelqu'un d'autre et moi, ne me choisis pas, car si tu parviens à aimer quelqu'un d'autre alors que tu es avec moi, ça signifie que tu ne m'aimes pas en fait. On n'a qu'un seul cœur destiné à aimer une seule personne. Voilà, ça rejoint justement les interrogations. Lorsque vous clamez l'histoire également ici, une femme peut-elle vraiment aimer deux hommes au même moment? Merci Karine, vous poursuivez. Le niveau de vol, on a déjà lu ce message-ci. On va lire d'autres. Le Cameroun est un pays de paix, disent les extraterrestres du RDPC. La paix du malheur. Manouron, le moment venu, même le statut de HCR, vous n'aurez pas. Olivier Chakour. Mais il faut dire justement que les enfants les uns des autres en ce moment ne sont plus au Cameroun, même s'il y a une affaire en ce moment qui défraie la chronique. Ils sont sortis pendant le coronavirus. Oui, les enfants justement d'un haut commis de l'État aujourd'hui sont justement pour certains identifiés aujourd'hui en Israël. Et il y en a qui sont identifiés aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire où depuis sur la toile, on commence à identifier les enfants des uns et des autres qu'on présente? Hier encore, c'est la fille justement du professeur Maurice Kamto qui a défrayé la chronique, parce qu'à la veille également, la fille du chef de l'État a été identifiée dans un hôtel en France où on estime que la nuit coûterait... Enfin, le coût de la nuitée là-bas serait dans les 3 millions de francs CFA. La nuitée, oui, Charles Lamène Battu. Monsieur Michel Ngatou. Il y a dans chaque village un endroit où on enterre les incestueux, les voleurs, les panis, les meurtriers. Il y a un endroit, les pilleurs. Il y a un endroit dans tous les villages où on enterre ce type de personnes, ceux qui se sont pendus même. Ceux qui se sont pendus n'arrivent même pas dans la procession. On appelle ça Evil Il y a un endroit où on monte. Il y a un endroit, oui, je vous le dis, dans chaque village. Vous savez, pour apprécier un chef, on commence par apprécier ses enfants. Pour épouser une femme, on commence par regarder sa mère. Pour aimer une maman, on regarde sa grand-mère. C'est comme ça qu'on évolue dans la société. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous targuer de dire, monsieur Michel, quand parfois je prends mon cas, je m'en dis que, vraiment, cher Lamène Battu, j'espère que tes 14 enfants te ressemblent, hein, que comme tu parles là-bas, ce n'est pas seulement ça. C'est pour vous dire, vous comprenez que vous ne pouvez pas empêcher qu'on dissocie vos actions et celles de vos enfants. Vous ne pouvez pas. C'est bantou, ça c'est la réaction bantou, monsieur Michel Ngatou. Est-ce que l'homme qui parle là, il donne une éducation différente à ses enfants? Je vous ai dit ici que vous avez des opérateurs économiques et vous avez des responsables où
Lorsqu'on vous appelle un soir, Charles Hamel ne dort pas aujourd'hui, viens voir la sorcellerie. Vous entrez dans un casino, vous voyez le fils d'un opérateur économique. Je m'arrête là, il n'a pas plus de 25 ans, il est assis sur une machine de taper. Son père fait quoi? Il a un seau. Opérateur économique, bien sûr. Il a un seau où il prélève, il verse l'argent. Posez-vous la question de savoir, est-ce que son père gagne cet argent à la sueur de son front? C'est la première question. Mettez-moi, monsieur Michel Gadjo. Vous êtes appelé à la question. On est loin. On est loin. Non, je ne suis pas loin. On est loin du sujet. Pourquoi je dis que vous posez la question? Par exemple, vous parlez de ces personnes, vous allez voir. Justement. Ils fréquentent dans quelle école? Monsieur, j'arrive. Non. Vous avez cet enfant qu'on présente à la toile. Ils fréquentent dans quelle école? Ils sont à Harvard. Pour entrer à Harvard, il faut avoir quoi? Il faut payer quoi? Quel est le standard dans lequel ils vivent? Ils roulent dans quelle voiture? À partir de cela, vous pouvez savoir qu'un fonctionnaire la toile est en mouvement, Charles Hamel Bachou, on le sait également. Et ses enfants... Oui, effectivement, on va justement présenter, on va justement le dire que la toile est en mouvement, où aujourd'hui les enfants de ces pontes du régime sont présentés en mondovision. Mais surtout, il y a une guerre qui semble se livrer maintenant contre les enfants. Il y a l'affiche justement de l'actuel, du leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui est présenté sur la toile. Et d'aucuns sont allés plus loin, justement, dire que bon, comme à la veille, on a présenté la fille du chef de l'État, il faudrait qu'on sache désormais que voici X, voici Y. Il y a 2 jours avant, on a présenté les enfants de Cortés Kicha, voici désormais. Et il y a une guerre dangereuse qui se livre. Alors, justement, parlons de toi, Karine Santia. Qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui sur la toile, sur la toile? Alors, ce qui fait la une sur la toile, si vous voulez vraiment qu'on parle de ce qui fait la une sur la toile, c'est les véhicules du notable Baham Samafo qui ont été brûlés dans la nuit de mercredi à jeudi par les individus encore non identifiés. Selon des sources, plusieurs familles accusent ces derniers d'avoir livré leurs enfants aux forces de l'ordre après les marches du 22 septembre dernier. Maintenant, sur la toile, les avis vont dans tous les sens. Il y en a qui soutiennent cet acte. Il y en a qui disent qu'il ne faudra pas aussi crier lorsque les personnes qui ont commis cet acte-là seront encore arrêtées de nouveau. Il ne faudra pas crier aux droits de l'homme. Maintenant, on se pose les questions sur ce plateau. Faut-il en arriver là, finalement? Voilà, faut-il en arriver là? Est-ce que c'est parce qu'ils dénonçaient les marcheurs du 22 septembre qu'il y a eu un retour, comme on dit souvent, il y a eu un retour, et ce sont ces voitures qui ont... Mais on a entendu justement pleurer, longuement, on criait longuement. Oui. Vous voulez que les gens entendent pleurer? Oui, je vous en prie. Non, peut-être... vous ne voulez pas? Mais surtout, peut-être il faut apprécier. Lorsque le notable pleure comme il pleure là, il appelle, il interpelle. Est-ce que son cri peut être entendu? Oui, pourquoi pas. Son cri peut être entendu. Premièrement, il est notable. Et deuxièmement, il est fils de la région. Donc, il a aidé souvent des gens et tout. Mais même s'il est brigand, donc il sera entendu. Non, il faut questionner le problème de la spiritualité en Afrique. C'est ça qu'on a piétiné depuis longtemps. À partir du moment où l'Afrique ne voudra pas résoudre son problème religieux et spirituel, puisque en fait c'est ça qui fonde le reste. Les autres choses, c'est les conséquences. Et l'Afrique, c'est le consensus. On parle. C'est pour ça que lorsqu'on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, on s'assoit, on cause, on calme la situation, parce que l'Africain a ceci que dans son paradigme, il a ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Oui, mais sur la question, oui, c'est de ça que je parle. C'est là, justement, l'Africain ne cherche pas à tuer Satan pour rester avec les anges. Il sait que le diable existe. C'est le bien et le mal. Ça s'enchèvre. Donc, on sait que si vous ne parvenez pas à faire ceci, il risque d'avoir ça. Donc, c'est la conséquence de ça qui est là maintenant. Non? Les élites qui n'ont pas vocation à développer les localités devraient donc rester tranquilles, c'est-à-dire à privilégier la communauté. Qu'est-ce que la communauté aime entendre? C'est comme ça qu'on propulse le développement. Donc, sinon, il y aura des poussées comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de ces enfants de haute personnalité, contacts, et ainsi de suite. Il faut éviter ça. C'est la conséquence du fait que les gens sont fâchés.
Très bien. Et mais on ne les lui écoute pas. Lui précisément, c'est notable. Peut-être on peut regarder les images également pour mieux comprendre. Non, il a dit qu'on le soupçonne. Il y a des gens d'avoir dénoncé les marcheurs du 22. Parce que ce qui se dit... Et il dit qu'il ne l'a jamais fait. Voilà, il se dit qu'il est passé de porte en porte pour les dénoncer. Et bien sûr, il y a eu représailles de ces populations qui seraient allées... On ne fait pas l'histoire avec les six. Les conséquences, c'est quoi? L'Africain veut assurer l'équilibre, l'harmonie dans la société au sein de la société humaine. C'est ça. Lorsque cet équilibre commence à être attaqué, à être désagrégé, on s'assoit en cause. Parce que de toutes les manières, c'est pour ça que je vous dis que même le diable, vous à l'église, on vous dit, on a combattu le diable sort de ce corps. Nous, on ne procède pas de cette manière. On dit, il y a quelqu'un, on le ramène. Quelle est, comme on dit souvent, l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine? C'est de ça qu'il s'agit. On peut l'entendre rapidement, ce notable qui... Oui, on peut l'entendre. On peut l'entendre pleurer. Voilà. Alors il faut dire que ça se passe à Baham précisément. C'est des millions quand même, c'est de l'argent. Et quand il pleure, ça veut dire qu'il a récolté cet argent par la sueur de son front. Donc il faut éviter ce genre de choses. On les sent. Maintenant, vous entrez dans un taxi, vous saluez les gens, vous dites c'est ça qu'on mange. Voilà. Je veux dire que le notable a mal, le notable pleure. Qu'est-ce qu'on fait pour soulager le notable? Il va encore pleurer plus fort que ça. Et ça va encore faire mal. Il pleure, il n'a pas coulé. Ce n'est pas de la responsabilité d'un notable de jouer ce rôle. Voilà. Le notable est élevé. Le notable est de haut rang. Le notable est impartial. Le notable encadre M. Michel Gadjou. Et il Je suis désolé. Ce n'est pas un notable qui a joué son rôle et qui pleure. Ce n'est pas ses cris, les cris qu'il fait, ça n'émeut pas. À la chefferie, dans ce genre de situation, on te chasse même de la chefferie, M. Michel Gadjou, pour des accusations. Et c'est pareil pour ces chefs qui sont désormais lâchés, je vous le dis. Les chefs sont désormais, beaucoup de chefs sont lâchés. Vous allez arriver dans une chefferie, vous allez aller même toquer à la chambre du chef parce qu'il n'y a personne pour protéger, parce qu'il est abandonné. Vous avez des chefferies qui n'ont pas de serviteurs. Vous arrivez à la chefferie, de l'entrée jusque dans la chambre du chef, il n'y a personne, il n'y a pas de tida, parce qu'il n'est pas chef, parce qu'il ne se comporte pas. Il n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité. Donc, c'est ça. Dans les concessions, vous arrivez, je vous prends peut-être la chefferie, peut-être puisqu'on en parle, c'est l'homme de l'heure, de Fosso-Koudjou. Déjà, du premier portail, vous traversez le premier portail, comment? Pour arriver, je dis pour arriver au troisième portail, vous traversez le premier, comment? C'est la première chose. Deuxième chose, Baham traîne un passé de traître, de traîtrise et de règlement. Je dis Baham, je parle de Baham. Rappelez-vous de Pierre Kamden Niyim, cet ancien ministre, le tout premier ministre africain, âgé de 23 ans, qui était de Baham. Allez lire son histoire, vous allez comprendre un ensemble de choses sur Pierre Kamden Niyim, vous allez bien découvrir son histoire. Rappelez-vous qu'entre 1965 et 1970, toujours à Baham, c'est des traîtres qui sont allés indiquer une église où des jeunes priaient. C'était après la première communion. Il y avait des jeunes qui priaient. Quelqu'un allait dire que c'est le refuge, c'est les enfants des maquisards. Les prêtres avaient la complicité, permettez-moi de vous le dire, des prêtres de cette époque. Les militaires sont arrivés. On a tous les mamans qui sortaient de l'église, on les a arrosés avec les armes. On a tué tout le monde sauf les prêtres qui étaient dans cette église, qui ont réussi à se cacher. Donc, la traîtrise, la suite, rappelez-vous lors de l'arrestation du professeur Maurice Kamto. Encore, vous vous rappelez ce qui s'était arrivé à la chefferie Baham? Toutes les épouses, chaque enfant a commencé à sortir la mère en disant que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. On a vu dire, il était question que les hommes en blouson noir, c'est comme ça qu'on disait à Baham. Mais surtout, il faut préciser l'attitude du chef Baham. Non, je vais plus loin. Je vous dis que Baham a eu... C'est l'histoire. C'est l'histoire qu'on restitue là en disant que avec l'histoire du professeur Maurice Kamto où on l'a arrêté et ce qui s'est passé pendant la période des élections, ce cycle, les Baham ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter. Je parle uniquement de Baham. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus accepter que cette énième trahison continue à sévir au sein de Baham. Il est temps que Baham se lève.
Et je crois que des réunions ont été faites. On a vomi même le chef. Permettez-moi, M. Michel Gatchou. On a vomi le chef qu'on a taxé de collabo. On a vomi toutes les différentes associations partant du Gabon et tout, on vomi le chef. Je le dis, ce n'est que les faits que je restitue. Ce n'est que les faits que je restitue. Le chef, vous ne pouvez savoir par quelle alchimie, et je lui tiens un coup de chapeau, il a réussi à rassembler son peuple, il a réussi à faire asseoir toute la grande notabilité et ramener la paix dans son village en disant que désormais, vraiment, il ne faudrait plus qu'il y ait des problèmes. Donc je crois que l'action que vous avez vue pendant le 22, la marche du 22, c'était une action pour dire désormais Baham est désormais et Baham n'a qu'une pensée. On s'attendait à la sortie du chef. Vous vous avez rendu compte que le chef n'a fait aucune sortie. Le chef Baham, il est resté sur sa position, sur son trône. On lui a dit, tu es notre chef. On te respecte en tant que notre chef. Sénateur, c'est quand tu traverses la frontière de Baham. Tu vas là où tu vas être sénateur. Donc, l'action qui a été posée après a démontré que le sang des traîtres qui se retrouvent encore à Baham, on va les nettoyer. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. C'est ce qui se dit. On va quand même dire que même si ce notable était un collabo, est-ce que c'était la meilleure manière justement de réagir? Monsieur Michel Gatchou, ça a été le cas à Bazou, ça a été le cas à Moya, ça a été le cas. Quand je cite ces endroits, c'est pour dire que l'histoire, si on vous raconte des cas de traîtrise et comment ça a été géré, vous avez même aujourd'hui des noms, des personnes qu'on a déshérité dans les villages à cause de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas collaborer, c'est l'universalité de la défense, mais je restitue ici juste les faits, monsieur Michel Gatchou. Dominique, vous appréciez également les pleurs, les cris, les larmes de ce notable qui fait aujourd'hui le tour sur la toile. Comment? Je vous en prie, permettez. Lorsque j'ai entendu cet homme pleurer comme ça à chaudes larmes, je me suis dit qu'il y avait un deuil. Et après, quand je me rends compte que ce sont simplement des voitures qui ont été incendiées, je me suis dit vraiment, il faut pas quand même qu'on dramatise. Il y a des gens qui sont morts, qui continuent de mourir dans certaines régions, dans d'autres régions du pays. On ne l'a pas vu pleurer autant. Moi, je suis contre le matérialisme, les gens qui ont un fort attachement pour le matériel. Donc, on ne pleure pas pour des voitures. Karine a mentionné que les gens ont fait le rapprochement entre les droits de l'homme. Lorsque on va réprimer, il ne faudrait pas mentionner les droits de l'homme. Quel est le rapport entre les droits de l'homme et une voiture brûlée? Vous voulez nous dire qu'on va froisser les gens simplement parce qu'il y a eu des voitures? Ça fait partie des droits de l'homme. Vous n'avez pas vu la corde. La corde avait le sens parce que ceux qui sont venus brûler voulaient brûler la maison. Sauf qu'ils sont passés par la toiture, ils se sont rendus compte qu'il avait des étrangers. C'est les étrangers en fait on venait le tuer. On venait le tuer. C'est les étrangers, la présence des étrangers qui l'ont sauvé. Bon, maintenant il faut savoir qui l'a fait parce qu'il ne faudrait pas porter des accusations. On a d'autres sujets justement à développer. Je vous en prie, on va y revenir rapidement. Allons d'abord honorer nos partenaires et on vous retrouve Madame, Monsieur pour la suite. Saluons Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue parmi nous. The door, obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42, WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Consti, nous vous saluons véritablement. Bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents qui ont fait confiance à l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans du côté bien sûr de Yaoundé. Et déjà bien des choses et bravo à tous les étudiants de cette école supérieure de renommée internationale. Alors ce vendredi matin, ce vendredi est un jour particulier du côté bien sûr de Yaoundé. Ce vendredi est un jour exceptionnel du côté de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. Pourquoi une journée pas comme les autres? Parce que depuis pratiquement 30 minutes, ça fait exactement 30 minutes qu'a démarré la distribution gratuite des laptops
qui est un don du chef de l'État à tous les étudiants de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandais. Donc cette distribution se vit depuis 30 minutes. On l'a annoncé sur les antennes de Kinos Télévision, on l'a annoncé sur les antennes de Kinos Radio, et ce vendredi, c'est donc une réalité du côté bien sûr de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans. Tous les étudiants qui sont inscrits et même ceux qui vont s'inscrire pour le compte de l'année académique 2020-2021 recevront un laptop que voici, qui est un don du chef de l'État camerounais. Ça montre combien cette école supérieure est une école reconnue par l'État du Cameroun. Cette école supérieure est une école de qualité, raison pour laquelle depuis 11 heures aujourd'hui, tous les étudiants sans exception reçoivent des laptops neufs qui sont bien entendu offerts gratuitement par le chef de l'État du Cameroun. C'est donc l'occasion ici d'attirer ceux-là qui traînent encore le pas, d'aller s'inscrire du côté bien sûr de l'ISPA, que ce soit en cycle BTS, en cycle licence professionnelle master, en cycle HND. Il y a encore quelques places disponibles du côté bien sûr de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkanan. C'est en face de l'immeuble Macabo. Alors, à la suite de cette information, nous allons tout de suite rappeler que ISPA, c'est 12 filières de formation à fort potentiel d'emploi pour la section francophone et 9 filières de formation pour la section anglophone. Parmi les filières de la section francophone, il y a des filières telles que la filière gestion, la filière commerce-vente, la filière génie électrique, la filière informatique et communication, la filière génie civil, la filière génie informatique, la filière génie chimique et des procédés, la filière métier de l'eau, la filière études médico-sanitaires, sans oublier la filière des sciences et techniques biomédicales, ainsi que la carrière judiciaire, sans oublier également la filière réseau et télécom. Toutes ces filières-là sont disponibles en cours du jour et en cours du soir à l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. C'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs, d'attirer l'attention de tous les parents qui nous regardent en ce moment. Choisir une école supérieure, c'est bien, mais choisir une école supérieure présentée par le concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi faudrait-il choisir cette école supérieure? Tout d'abord, la qualité des enseignants, la qualité des laboratoires, la qualité des ateliers et bien entendu, la qualité de l'enseignement. Oui, parce que tous les étudiants inscrits du côté bien sûr de ISPA bénéficient gratuitement d'un stage académique. Oui, on n'a pas besoin de se casser la tête. On n'a pas besoin de chercher son stage académique soi-même. Donc chaque étudiant qui s'inscrit, que ce soit en cours du jour ou en cours du soir, que ce soit en section anglophone ou en section francophone, bénéficie gratuitement d'un stage académique. Donc, chers téléspectateurs, faites le bon choix. Choisissez l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans, qui est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkanan. C'est en face de l'immeuble Macabo. Et je rappelle que ceux qui traînent encore le pas, allez du côté de ISPA. Si vous êtes étudiant, allez vous inscrire et bénéficier gratuitement d'un laptop que voici. Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions, Constilla Minette passe là ce matin avec ISPA. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit également. Vous nous faites plaisir, enfin vous faites plaisir justement de nous regarder. Nous sommes également heureux de vous servir chaque jour à travers ce programme et tous les conseils qui gravitent autour de cette émission. Karine Santia, nous poursuivons bien évidemment la revue des réseaux sociaux avec des sujets qui nous parlent encore ce matin. Oui, depuis ce matin au quartier Bonapriso à Douala, particulièrement au lieu dit rue Ancien Dépôt Guinness, à Bonapriso, face ancien armée de l'air, se poursuivent des casses, des destructions de domiciles dans une ruelle qui devrait être transformée en route pour laquelle la communauté urbaine aurait perçu 3 milliards de francs CFA pour dédommager les personnes. Mais depuis lors, rien n'a été fait et ce matin, une rencontre était prévue entre le préfet du Vouri et les habitants de cette localité. Sauf que avant même la rencontre, les agents étaient déjà sur le terrain pour commencer les casses. Et bien évidemment, ça fait le tour de la toile depuis un petit moment. On peut peut-être écouter ces échanges, peut-être. On va peut-être écouter ces échanges. Nous sommes dans la plage. S'il vous plaît. Allez
rendez-vous avec le préfet à 10 heures. Ça va remonter sur le bureau. Mais je n'ai jamais dit qu'on a dit qu'on va pas passer. Il dit qu'il va vous expliquer et vous préparer la cause. Et nous disons ceci, et nous ajoutons ceci. On ne vous trompe pas. Non, madame. Non, le propriétaire attendait encore une rencontre avec le préfet avant de s'accorder sur quoi que ce soit. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'un montant le dédommagement justement de ces populations n'a pas suivi. Oui. Mais avant même la rencontre avec le préfet, les enjeux sont déjà sur le terrain. Bon, Bengan, comment vous comprenez ça? Mais pour moi, c'est la même chose que ce qui s'est passé à Baham. Je vous ai dit, l'Africain tient à l'équilibre social. L'Africain tient à l'harmonie. D'habitude, avant de casser les gens, on les indemnise, on les recase quelque part. Et c'est une préparation. L'Africain ne sort pas le muscle dès le premier jour. C'est l'harmonie concrète. Mais nous avons un gouvernement qui ne réfléchit pas dans ce sens. C'est pour ça qu'il y a chaque fois des clameurs sociales, chaque fois des remontées. Et on vous dit toujours qu'il y a de l'électricité dans l'air. Mais pourquoi calmer? Pourquoi ne pas calmer? C'est ça le problème ici. Donc, à chaque fois, c'est comme si on cherchait à provoquer les populations pour que quelque chose de grave arrive. Ça, c'est pas africain, ça. C'est pas africain. Donc, il y a des groupes, un groupuscule de personnes qui s'est accaparé et des richesses et le pouvoir du pays pour piétiner des autres. Mais c'est pour un moment seulement. Puisque cet équilibre-là n'existe plus, puisque le citoyen n'étend plus à un bien-être social, il y arrivera un moment où ça va exploser. Et comme on dit au quartier, ça va sortir comme ça va sortir. Mais quand même, c'est quand même fort. Hein, si il y a un montant, il y a de l'argent déjà affrété pour pouvoir dédommager les populations et que ceci n'ait pas reçu cet argent, qu'il y ait un accord qui soit trouvé entre l'autorité, si vous voulez, domaniale, le cadastre également et ces populations, sans logement. Dominique Audrey, est-ce que ce n'est pas de nature justement à exciter les Camerounais, à créer une révolte, à pousser les gens à descendre dans la rue? Parce qu'on vous dira justement que l'État est, comment on dit ça, c'est l'État qui commande partout. Mais comment vous analysez un fait pareil? Vous dormez chez vous, vous savez que vous avez une réunion à 10 avec le préfet, mais déjà le matin, la police, il y a les squads policiers chez vous, il y a les engins qui viennent démolir votre maison sans avoir mis en place cet échange le préfet. C'est quoi cette façon de gérer là? Aujourd'hui même, il y a une sorte de... À l'image, on voit même des gens qui sont encore en train de parler. Si c'était des personnes qui étaient dans des quartiers défavorisés, ce qu'on a d'abord cassé avec leurs choses à l'intérieur, c'est du 2 poids, 2 mesures qu'on observe ici. Même si on peut dire que le cas de Bonapriso, comme les autres cas, c'est regrettable qu'on puisse... arriver à avoir ce genre de situation. Lorsque vous cassez quelqu'un sans avoir préalablement dédommagé cette personne, c'est pour qu'elle vive où? Comme on a vu cette famille qui vivait sous un arbre dans les jours passés, qui ont bénéficié de la main tendue de certaines personnes. Non, on ne devrait pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que ce sont des étincelles qui pourraient créer la flamme qui pourrait embraser tout. Parce qu'il y a énormément, comme M. Mbachou le dit tout le temps, il y a énormément de rancœurs qui sont nourris. Tous les jours, on nourrit des rancœurs avec de différents actes. Ce sont les eaux c'est l'eau potable qu'il n'y a pas, les routes qu'il n'y a pas, les hôpitaux ne sont pas équipés, les gens qui meurent, les salaires impayés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est un autre foyer à cette rentrée avec des enfants qui vont certainement à l'école, qui vont se retrouver dehors. Donc, s'il n'y a pas de consensus, on pourrait voir, comme on a vu je crois que c'est à Kaklaba, des gens décidaient de se coucher sous des caterpillars pour que personne ne bouge. Et ça pourrait tourner au drame. Donc, il faut impérativement que le préfet se ramène ici à l'heure où on parle. Mais si le préfet a une réunion à 10 heures avec les populations, les personnes qui sont censées être, on va dire, délogées, pour qu'on puisse s'accorder sur ce qu'il y a lieu de faire. Et le matin, lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous avez des engins devant votre maison. Le maire de la ville ne vous dit rien. Il ne parle pas. Posez-vous la question de savoir qui est derrière ça.
Oui, mais c'est si vous savez qui est derrière, vous comprenez. Mais il faut qu'on nous dise, est-ce qu'on va dilapider les 3 milliards et plus qui sont évoqués, cher ami, qui seraient justement alloués pour le dédommagement? Que nous avons en face une politique par embuscade. Rien de normal. Le prédécesseur de l'actuel maire avait licencié une douzaine de délégués du personnel. Malgré qu'ils aient gagné le procès. Malgré qu'ils aient gagné le procès, il a dit, allez avec votre loi, j'ai les licenciés, ils ne rentreront pas. On lui a fait quoi? Rien du tout. Justement, chaque fois, il y a une provocation. Chaque fois, il y a une provocation. Je n'imagine pas que le nouveau maire qui a été élu, là, je pense, c'était en février-mars, que c'est lui qui avait la charge. Sûrement que le dossier est là-bas depuis longtemps, qui avait été géré par l'ancienne équipe dirigeante. Votre suite a précisé que c'est la création d'une route, parce que c'est une ruelle, mais non, ce n'est pas mauvais. On peut créer, mais on ne procède pas consensus. Voilà. Tout le monde d'abord. Hier, c'est la mairie de la ville qui s'appelait hier délégué de communauté urbaine, qui a comment je veux dire, qui procède au traçage des rues. Donc, qui délivre également les permis de bâtir. Mais comment on peut donc délivrer des permis de bâtir sur un endroit qui est supposé, dont une roue est supposée passer? Ça veut dire qu'il y a des micmacs inimaginables. Et à ce moment, la même communauté urbaine a de l'argent pour déguerpir la population, il est indemnisé, il ne dit rien, il ne fait rien et on procède. Même Paris avait été cassé. Nos parents qui étaient la génération de Paul Biya, et tout ça, qui était arrivé à peine dans les années 55-56, ils disaient qu'à un moment donné, même à la Sorbonne, on ne pouvait pas s'asseoir. Donc, non que De Gaulle prend le pouvoir en mai 58, il cassait. Mais on prévoyait et on faisait comment? On sait qu'il y a un propriétaire terrien qui n'a pas les moyens de construire comme le prévoit le cadre réglementaire que l'administration veut faire. On lui dit, bon, on te laisse au rez-de-chaussée et l'État t'aide à construire et l'État te dit, ne t'occupe pas du haut. Nous pouvons même faire des immeubles, mais toi, puisque tu es propriétaire, on lui aménage un espace et fiscal et foncier pour qu'il puisse développer sa famille. Là, c'est comme ça qu'on a construit Paris. Et ces gens-là ont étudié là-bas. Dans de deux, ils savent que nous tenons à l'harmonie, à l'équilibre social chez nous. Mais ils ne font ni l'un ni l'autre précisément. Peut-être, comme disait le père Hibga, ils embrassent le diable, ils sont dans les pactes de sang, je ne sais pas. Très bien, bon, Mégane, merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous restons vigilants quant à ce qui va se passer véritablement à Bonapriso, dit ancien dépôt Guinness, justement, au niveau du carrefour entrée armée de l'air. Il faut bien sûr rester vigilant quant à ce qui va se passer là-bas au courant de la journée. Vous avez encore des sujets pour nous, Karine? Oui, justement, on parle encore du ministère de la fonction publique et des résultats de l'ENAM. Vous savez qu'après les résultats de cette année, il y a eu une longue vague d'indignation et de requêtes des candidats qui disaient avoir la preuve qu'il y a eu des entourloupes, des tricheries et des manipulations, même des personnes qui ont été retenues à la suite de ce concours-là. Vous savez qu'il y a aussi eu l'affaire de cet Amadou Yaya qui finalement on ne savait pas si c'est lui ou pas qui avait réussi, étant donné qu'il était le seul dans sa filière. Sauf que après toutes ces indignations individuelles, il y a eu l'indignation du mouvement 10 millions de nordistes qui réclamaient notamment qu'il y ait le respect des 30% réservés à l'extrême nord, entendu par là la région du nord, la région de l'extrême nord et l'Adamawa, ça c'est le grand nord. Suite à cela, maintenant, il y a que le ministre a fait une sortie pour dire qu'il y a eu respect notamment de l'équilibre régional, en disant que notamment 28% ont réussi et que les 2 autres pourcents étaient certainement ceux qui n'avaient pas le niveau. Surtout les quotas. Voilà, les quotas étaient ceux qui n'avaient pas le niveau. Pendant ce temps, le mouvement 10 millions de nordistes soutient que seulement 18% ont été respectés. Où sont les 12%? Et même si c'est 28%, les 2 autres pourcentages sont où? Alors que plusieurs nordistes sont dans la liste d'attente. Alors, liste d'attente, on a une liste d'attente effectivement, mais c'est surtout ce qui est formidable, ce sont les réactions des Camerounais qui demandent au ministre de faire cette conférence, non, ce dîner de presse. Oui.
Parce qu'il ne peut pas... Exiger pour qu'il y ait clarification. Il faut clarifier. Oui. Maintenant, puisqu'il y a eu cette exigence de clarification, le ministre a fait une sortie, puisque la dernière a été foireuse, parce que sa réponse a été insatisfaisante. Il a fait une nouvelle sortie pour dire qu'il y avait une rencontre hier, un dîner de presse avec les journalistes et autres. Mais finalement, ce dîner de presse a été annulé. Ah, maintenant, les internautes se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire à présent. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas encore préparé la réponse pompeuse qu'il fallait donner, ou alors est-ce que c'est parce que dernièrement, la dernière réponse a été foireuse qu'il faut mieux préparer la prochaine? Alors peut-être pas mal de choses se disent en même temps autour de cette question, où beaucoup estiment que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a touché ou ne fallait pas toucher en parlant de cette communauté chère au Cameroun. D'ailleurs, ces Camerounais qui sont au nord Cameroun, et en les taxant avec les propos qui ont été démesurés de sa part, et on estime cette fois-ci que toucher à ce qu'on appellerait entre guillemets avec respect le bétail électoral de Paul Biya, c'est toucher Paul Biya où il ne fallait pas. Alors c'est quand même formidable parce qu'aujourd'hui avec l'association 10 millions de nordistes aujourd'hui, les revendications sont fleuves, mais surtout la question du quota qui est imposé. Est-ce que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, au regard de ce qui s'est passé à l'ENAM, aurait respecté ou a respecté les quotas mis en place? Et il faut justement dire, Dominique Audrey. J'ai une question, Michel. Oui. Est-ce que les quotas s'appliquent à toutes les régions? Effectivement, les quotas s'appliquent à toutes les régions, dans toutes les filières. Quelle est l'opportunité de prendre, je veux comprendre, quelle est l'opportunité de prendre des gens par quota, je veux dire que par région. C'est quoi le projet? C'est justement la question. L'orientation du gouvernement. Est-ce que c'est bénéfique les recrutements dans les... C'est la question de l'équilibre régional. Pour le pays, cet équilibre régional. Malheureusement, heureusement, on va dire aujourd'hui que c'est l'équilibre régional qui existe au Cameroun, qui a été mis en place, je pense, bien depuis le début des années 2010, si je peux me tromper, mais bien ça, avant. Et il fallait donner la chance à chaque Camerounais de chaque région du Cameroun de se dire au moins on peut nous aussi bénéficier de la gestion du pays. Et on le niveau ou pas? Le problème, fondamentalement parlant, si vous voulez qu'on revienne à l'équilibre régional, c'est qu'il y a une question formelle des compétences, de la capacité justement à gérer. Voilà. On aurait bien voulu dire, on ne peut confier le pays qu'à ceux qui sont excellents. Alors maintenant, vous savez qu'on est dans une logique de conservation du pouvoir. Et il faudrait se dire, nous prenons par région ce qui nous arrange pour pouvoir faire ce que nous avons effectivement à faire. Et c'est fondamentalement, Bengan, est-ce qu'il faut dire justement aujourd'hui que ce problème de quota est, on va dire a priori, l'un des problèmes sérieux que l'ENAM pose aujourd'hui et qui fait souffrir derrière l'ENAM, le ministre et le directeur général de cette institution, de cette école? Oui, c'est un problème sérieux, très sérieux d'ailleurs. Et je pense que le ministre de la fonction publique et l'actuel directeur de l'ENAM ont touché là où il ne fallait pas toucher. D'abord, je condamne la politique de quotas. Je condamne, je pense que c'est les plus méritants qui doivent passer. Maintenant, ils sont dans une logique. Il fallait, les anciens directeurs de l'ENAM, pourquoi résister? Dépend même Mendiana qui venait de partir, il a résisté à un moment donné, mais davantage d'en soumettre. Il prenait d'abord, il passait par le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, bon, il n'y avait pas encore de Sénat à l'époque, il regardait, donc il répartissait le quota en fonction des besoins de ses ponts du régime. Et le peu de place qui restait, il jouait sa part dedans avec ses réseaux. Voilà comment il a tout fait pour résister pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi M. Andel Sondé, journaliste de son État, ancien directeur adjoint du cabinet civil qui savait comment ça se passe, vient maintenant bousculer son patron, le chef de l'État, dans la zone qui lui semble mieux. Il a vu clairement que quand les ressortissants de Grand Nord avaient exigé 60% de réussite pour l'école normale supérieure de Maroua, le chef de l'État a dit non, tous ceux qui ont composé doivent passer. Très bien. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Merci de rester avec nous. Dans un instant, retouchons, revoyons, reparlons un peu avec Constille Amine. Il est là pour Von Bio. Constille Amine qui nous retrouve fièrement, le temps pour lui de s'installer au niveau du plateau B, là-bas. Madame, monsieur, nous vous rassurons
qu'il est avec nous. Constille Amine, bonjour, rebonjour. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour bien entendu à tous les clients du concept Salaka. Bonjour bien entendu à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, de Boya, de Ngaoundéré, de Belabo. Après donc la première communication tout à l'heure, le concept Salaka s'installe à nouveau pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs, pour éduquer davantage ces téléspectateurs, pour orienter davantage ces téléspectateurs du côté du magasin 1001 Tapis. Ce magasin qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun, à l'entrée de la rue Mermoz. Ce magasin qui vous permet d'avoir des articles de qualité, ce magasin qui vous permet d'avoir des compléments alimentaires de qualité, ce magasin qui vous permet de bénéficier de pas mal d'avantages. Et je rappelle que le premier avantage du côté du magasin 1001 Tapis, c'est bien entendu le prix. Ah ben oui, c'est donc le prix du côté donc du magasin 1001 Tapis, bien entendu, avec bien entendu le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire qui est bel et bien en vente au magasin 1001 Tapis, situé en face du palais d'Ika. Ce complément alimentaire qui permet d'éliminer les complications du diabète, de réduire bien entendu le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir vos articulations. Il est important de le consommer. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques. Ce lait de toilette qui permet de nourrir la peau des diabétiques, de la protéger. Alors, il est important, chers amis diabétiques, d'utiliser de temps en temps ce lait de toilette. Vous n'avez plus besoin d'un autre lait de toilette. Vous avez un lait de toilette uniquement pour votre peau. Ça s'appelle Von Bio Lotion, qui est bel et bien en vente du côté du magasin 1001 Tapis. À côté, bien sûr, de ces deux compléments alimentaires, on parle également de cette pommade. Oui, la pommade contre les hémorroïdes que voici. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre. Vous souffrez des hémorroïdes depuis plusieurs années, donc plus besoin de prendre n'importe quoi. Appelez le concept Salaka, venez au magasin 1001 Tapis et commandez votre pommade contre les hémorroïdes. On n'a pas besoin de venir à Douala. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes au Gabon, vous êtes en Guinée équatoriale. Appelez tout simplement le concept Salaka et vous aurez votre pommade des hémorroïdes sur place. On ne saurait également partir sans présenter une fois de plus un autre complément alimentaire de la gamme Von Bio. C'est Von Bio Libido pour tous ceux qui veulent redynamiser les organes de base. Alors il est important de consommer le Von Bio Libido pour l'appétit sexuel. Je vous invite au magasin 1001 Tapis. Nous vous remercions, Constille Amine. Et madame, messieurs, nous vous remercions également parce qu'on vous a pris vraiment du temps à nous suivre pendant toute la semaine. Nous allons également marquer une pause le temps du week-end. Nous vous retrouverons lundi lorsqu'il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, veillons ensemble sur le Cameroun.